l'oublie pas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et toi t'en penses quoi? Salut Bastien. Salut Guillaume, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous, de nous écouter pour ce nouvel épisode. Un épisode un peu particulier pour moi puisque nous allons parler, vous l'avez vu dans le titre, de Kaamelott premier volet. Donc c'est un film qui est sorti en 2021. Il avait une mission un peu particulière de ramener les gens au cinéma après le Covid. On parlera de sa production en introduction. C'est un film qui dure 2 heures pile, 120 minutes, qui est réalisé, écrit, monté, joué, composé par Alexandre Astier, qui fait à peu près tout dans cet univers que vous connaissez sans doute. C'est un film qui a été fait avec 15 millions de budget, ce qui à l'échelle du cinéma français moderne est plutôt un budget intéressant. Il a ramené plus de 2 600 000 personnes en salle, soit un peu plus de 21 millions de recettes, quasiment 22 même. Donc on peut dire que le film a plutôt bien marché, peut-être un peu moins en réalité que ce qui avait été espéré. Et c'est un film qui a un chemin de vie particulier puisqu'il est sorti 12 ans après la fin de la série télévisée Kaamelott, duquel il est issu et dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Mon cher Bastien, je vais commencer par notre question préférée. C'est quoi ton premier souvenir de Kaamelott premier volet ? Alors, mon premier souvenir de Kaamelott premier volet, c'est, je crois que c'est les premières images qu'on avait pu voir justement en prévision du premier trailer. Comme d'habitude, à chaque fois, moi, ça passe par là, mes premiers souvenirs. Après, le film en lui-même, je sais que j'avais été le voir au Grand Rex, quand même, malgré tout. Et j'avais pas passé un mauvais moment. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Ok, je pense que tu vas détailler tout à l'heure. Alors moi, mon premier souvenir de ce film, moi aussi, je me souviens très bien du premier trailer, je me souviens des premières images. Mais en fait, pour moi, le premier souvenir de ce film, c'est l'attente. Ce film, il a mis 12 ans avant d'arriver. Et je l'ai tellement attendu que quand je pense à ce film, encore aujourd'hui, je pense au fait que j'ai longtemps cru qu'il ne sortirait jamais. J'étais arrivé à cette conclusion que ce film ne se ferait pas. Donc mon premier souvenir de visionnage, c'est au cinéma aussi, évidemment. Je suis allé le voir quand il est sorti, pas au Grand Rex parce que je n'étais pas à Paris à ce moment-là. Mais voilà, c'est énormément d'attentes et forcément, comme souvent, quand beaucoup d'attentes, un peu de déception à l'arrivée. Je vais y revenir, mais quand même un très bon souvenir de la séance et de me dire enfin, ça y est, ce truc est sorti. Ça faisait tellement de temps que je l'attendais que voilà, il y a une forme de, je vais employer un terme un peu excessif, mais de délivrance. Putain, ça y est, c'est fini, on va plus attendre le premier volet de Kaamelott. On attend les autres maintenant, mais au moins ça a existé et on a atteint ce stade de faire un truc au cinéma dont Astier nous parle depuis 1000 ans. Avant de rentrer dans le déroulé du film, comme d'habitude, on va faire un petit avis général. C'est quoi les trucs qui t'ont marqué, en positif ou en négatif ? Écoute, moi, ce qui m'a marqué, ça va être plutôt négatif de prime abord, c'est le côté déceptif du film, comparé, comme tu le disais, à l'attente. Après, j'ai remarqué pas mal de points positifs quand même. Comme tu le disais, les moyens mis dans le budget, ça se voit qu'il y a du budget, ça se voit au niveau de la mise en scène, au niveau de la réal. C'est un plaisir de retrouver tous ces persos qu'on aime. Et puis aussi tous les acteurs, guests, tout le casting qui gravite autour des personnages principaux, comme c'était le cas déjà dans la série mère. Et la musique. Voilà, ça c'est vraiment les points positifs. Mais j'ai quand même ce côté déceptif qui vient les cacher très rapidement. Mais on aura le temps d'en reparler dans le déroulé. Donc écoute, je te retourne la question. Parce que je pense vraiment que là, ça va encore être ton épisode. Voilà, donc je t'en prie, dis-nous ce qui t'a marqué dans ce film. C'est difficile de choisir. Je suis honnête, je l'ai dit, il y a quand même eu une part de déception. Parce que, en fait, c'est un truc qu'on a trop attendu. Donc, du coup, moi, j'ai fini par plus savoir quoi attendre. Et que Alexandre Astier revendique, et c'est un choix fort artistique, mais que je respecte par ailleurs, de vouloir faire les choses que les gens n'attendent pas.
Il a un peu cette logique de vouloir priver le spectateur des choses que le spectateur espère. Et je trouve que par exemple c'est extrêmement vrai dans la musique, qui est par ailleurs extrêmement réussie, mais je trouve affreusement frustrante en certains points, et j'y reviendrai un peu plus en détail. Maintenant, c'est quand même un film pour lequel j'ai une vraie affection. Je te rejoins sur le fait que visuellement, je trouve qu'il a une vraie proposition. Il y a vraiment, je trouve, la composition très intéressante dans les plans. Il y a un vrai travail sur la colorimétrie. Il y a un vrai travail sur les lumières. Il y a beaucoup de scènes en lumière naturelle. Je trouve qu'il y a voilà, c'est un film qui a été travaillé. Alors je vais régulièrement pendant cet épisode citer Alexandre Astier parce qu'il a été interrogé en long, en large, en travers sur ce film. Puis il est à la main, surtout, il est à la manœuvre sur tous les points les plus importants d'un long métrage. Exactement, et par exemple, Alexandre Astier a toujours défendu l'idée que pour faire de la bonne comédie, il fallait faire ça sérieusement, et que la comédie nécessitait aussi un travail visuel et sur la réal. Et là-dessus, je te rejoins, je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur ça, sur le fait que visuellement, le film est réussi. Et c'est notamment dû au fait que il a mis les moyens. On parlait du budget, 15 millions. Il a utilisé par exemple une caméra Alexa qu'on utilise assez peu dans les comédies généralement parce que c'est une caméra qui coûte très cher. Et il a lui-même expliqué plusieurs fois en interview que le jour où on lui a dit c'est la caméra la plus chère, c'est ce qui l'a convaincu d'utiliser parce qu'il y avait une espèce de pied de nez à dire c'est pas parce qu'on fait de la comédie qu'on va faire ça pas bien. Et puis voilà, après ça reste... le premier film Kaamelott au cinéma, c'est pas le premier film d'Alexandre Astier au cinéma, il en a réalisé un autre avant qui s'appelle David et Madame Hansen, qui est par ailleurs très moyen, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler un jour. Mais je trouve que le portage de la série au cinéma, sur vraiment, si on parle de médium, il est réussi. Maintenant, il y a plein de choses qui peuvent être relevées et je le ferai volontiers. Enfin, je n'ai pas un amour aveugle pour ce film, mais je reconnais que j'ai une vraie affection, une vraie tendresse. Je l'avais déjà vu 3 fois et je l'ai revu ce matin avant qu'on enregistre le podcast pour vraiment l'avoir en mémoire. Et voilà, je l'ai regardé et putain, je me suis dit, quand même, j'aime bien, quoi. Je passe un bon moment, je suis content de ce que je vois. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent moins bien, mais globalement, je suis content. Et donc, je suis vraiment content qu'on en parle aujourd'hui, même si, voilà, je sais que tu partages pas forcément le même enthousiasme que moi. J'étais vraiment content de faire ce film. Alors, oui, je partage pas le même enthousiasme parce que j'ai pas non plus le même rapport que toi sur la série Kaamelott. Donc, on va peut-être faire un petit aparté justement pour. On va pas trop en parler non plus, puisque je pense qu'un jour, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail de la série. Je sais que toi, tu as un amour fou pour cette série. Donc, comme tu l'as dit, tu l'attendais beaucoup plus que moi, Kaamelott. Moi, de mon côté, Kaamelott, j'ai commencé à m'y intéresser quand, justement, il y a eu les premières critiques sur ce que ça devenait, c'est-à-dire à partir du livre 5, de la saison 5. Moi, j'ai trouvé que c'était là que c'était le plus intéressant, le plus réussi, et c'est ça qui m'a plu. Maintenant, je sais même pas par où commencer, en fait. C'est-à-dire que, comme je disais, j'ai vraiment le côté déceptif. Parce que même si je ne l'ai pas autant attendu que toi, je l'ai quand même beaucoup attendu, ce film. Notamment suite à la dernière image, le dernier plan épique du dernier épisode de la saison 6, du livre 6. Et au final, tu l'as très bien expliqué, Astier, il va là où personne ne l'attend. Il n'a pas envie d'aller dans le sens des attentes collectives. Et le fait de ne pas montrer ce qui se passe entre la fin du dernier livre de la dernière saison et le début de Kaamelott premier volet, moi c'est quelque chose qui me frustre mais énormément et qui ne m'a pas plu. Voilà. Ben non mais je comprends ça. Alors avant qu'on rentre dans le déroulé, juste rebondir là-dessus. Pour ceux qui aiment Kaamelott, vous le savez sans doute. Donc Alexandre Astier a annoncé le passage au cinéma avant la fin de la série. C'était son grand projet. Après la saison 6, ça s'arrête. Et on passera au cinéma 3 films, il l'a toujours dit. Il a changé d'avis d'ailleurs, parce que maintenant on sait qu'il y en aura 4. Le deuxième volet sera en 2 parties. Sérieusement ? J'ai pas entendu la news, ça par contre, tu vois. Le deuxième volet est en 2 parties. Il est en tournage actuellement. Ils sont sur la fin du tournage et il doit sortir. Au moment où on enregistre, il est censé sortir le 22 octobre 2025 au cinéma, la partie 1 et la partie 2 début d'année 2026. Donc voilà, c'est pas le 3e volet qui sera en 2 parties, c'est le 2e. C'est le 2e. Voilà. Il fait vraiment rien comme tout le monde. Voilà, donc petite parenthèse là-dessus, et tout ça pour dire que le passage au cinéma, c'est un truc qu'il nous tease depuis longtemps, mais la question c'est
assez vite posé de qu'est-ce qu'on allait raconter et est-ce qu'on allait raconter cette période de résistance. Et Alexandre Astier, c'est propre à sa personnalité, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, est très investi dans ce qu'il fait. Il faut savoir que là on parle de film, mais il a fait de la scène, si vous ne le savez pas. Il a joué 2 spectacles qu'il a écrits, un sur Jean-Sébastien Bach et un sur la vie extraterrestre, qui s'appelle l'Exoconférence. C'est 2 spectacles qui ont été très réussis. Il a gagné d'ailleurs un prix pour le premier spectacle il y a quelques années. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, mais qui du coup passe beaucoup de temps sur chaque chose. Et c'est ce qui explique que Kaamelott a mis du temps à sortir. Et à la fin de Kaamelott livre 6, je crois que c'est l'année suivante, c'est sorti en 2009, donc ça devait être en 2010, peut-être 2011, il est venu à la Comic-Con à Paris, puisque la Comic-Con a eu lieu à Paris quelques années, ça n'a pas duré, et il est venu faire une masterclass, et c'était l'occasion de présenter le projet qui s'appelait Kaamelott Résistance, et qui devait raconter cette partie-là. Et pour l'occasion, il y avait une expo, donc il y avait des éléments, peut-être que vous êtes allé voir ce truc, moi j'y étais évidemment, et j'ai fait plein de photos de l'époque, et ça devait être soit une série de nouvelles. Il avait envisagé que ça puisse être un one-shot sur M6 d'1h30 ou 2. Ensuite, il y a eu cette idée, il avait dit lui-même pendant la conférence qu'il envisageait de faire pourquoi pas un truc uniquement audio. Pourquoi pas. Et finalement, ce truc a disparu de la circulation et le film est arrivé 12 ans après. Donc on a attendu très longtemps et effectivement, on n'a pas cette partie-là. Depuis, il n'a jamais reparlé de ça de manière claire, il n'a jamais redit ce qu'allait être cette période-là. Moi, je suis comme toi, ça me frustre de ne pas savoir. J'ai envie de savoir comment on en est arrivé là, surtout que dans le KV1, il y a des personnages qu'on ne revoit pas. C'est ça, oui. Alors, est-ce qu'on les verra dans le 2 ? Ça, c'est la grande surprise. Mais il y en a certains, on a envie de comprendre. Et puis, il y en a qu'on voit, on a envie de comprendre pourquoi ils sont là, sans tout déflorer. Mais par exemple, moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi le père Blaise, il est rallié à Lancelot. Ça m'interroge. Et j'imagine qu'il y a de quoi l'expliquer. Mais je te rejoins sur le côté frustration. Et pour moi, c'est un truc que j'associe énormément à Alexandre Astier. C'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail, ça je vais pas m'en cacher, j'aime énormément ce qu'il fait, beaucoup de choses de ce qu'il fait, mais j'ai un vrai problème par rapport à sa manière d'annoncer son travail. Je trouve que c'est quelqu'un qui régulièrement annonce des choses, mais soit il ne les fait pas, soit il met tellement de temps à les faire que finalement ça engendre une attente et donc une plus grande probabilité de déception. Et je pense que KV1, il a beaucoup déçu, beaucoup de gens. Il n'a pas eu un accueil critique exceptionnel. On en parlera tout à l'heure. Enfin, j'ai prévu d'en dire quelques mots. Et je pense que c'est dû au fait qu'il a mis trop de temps à le faire. Et j'ai du mal à comprendre. Alors, il y a eu toute une histoire de droit parce qu'il était un peu fâché avec Calt, la société de production qui détenait des droits. Donc, il y a eu un moment, il a expliqué qu'en fait, il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'avait pas la main totalement dessus. Donc, c'est des problèmes qu'on peut comprendre. Hein. M6 produit le film, donc il n'y a pas de problème avec M6 a priori, mais plutôt avec Calt. Mais je trouve que ça dit quelque chose de sa manière de travailler. C'est quelqu'un qui fait des choses, qui les fait souvent très bien, en tout cas qui essaye de les faire très bien, mais qui n'a pas forcément... je sais pas, j'ai le sentiment qu'il a un recul extrêmement fort et une distance avec les gens qui aiment son travail. Et il dit d'ailleurs souvent, moi, quand les gens me parlent de ce qu'a été Kaamelott, de ce qui est sorti, en fait, ça m'intéresse assez peu parce qu'une fois que c'est sorti, je peux plus rien en faire. Et donc, je me préoccupe pas de ce qu'il y avait avant. Et je trouve que dans ce film-là, on retrouve ce truc. Et il y a des points qui nécessitent... qui en tout cas ont soulevé beaucoup de questions. Bon, je suis désolé, c'était très long comme propos. Non, mais c'est très intéressant tout ce que tu dis, donc je trouve pas ça spécialement très long. Non, mais moi après, je sais que j'ai aussi eu beaucoup de mal avec le fait que j'ai vraiment ce sentiment avec KV1 qui s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus large. Alors pas forcément avec la série dont il est la suite, mais plus avec ses suites futures. Je suis d'accord. Et ça se sent complètement sur tout le métrage. Alors, encore une fois, on aura le temps de dérouler quand on va faire le déroulé en l'occurrence. Mais moi, ça, c'est quelque chose qu'on sent. Et je pense que c'est un film que j'apprécierais peut-être à terme quand tous les volets seront sortis, quand la conclusion sera sortie et qu'on n'aura plus rien à raconter, entre guillemets, sur ce qui se passe dans la vie de Arthur, quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je te propose qu'on rentre un peu dans le déroulé. Comme pour l'épisode précédent, on va faire un peu chronologiquement. D'abord, juste pour situer, donc, le film se déroule 10 ans après la fin du livre 6, parce que le dernier épisode du livre 6,
On va spoiler toute la série, hein, donc si vous l'avez pas vu, partez maintenant. Mais donc à la fin du livre 6, Arthur part en exode de Camelot, en exil plutôt, il s'en va, puisqu'il a cédé le pouvoir à Lancelot, il lui a donné, ouais. Et donc il s'en va parce que Lancelot organise une chasse des anciens chevaliers de la table ronde, il brûle la table ronde, et Arthur, qui ne s'est pas remis de sa tentative de suicide, en tout cas pas suffisamment bien pour réespérer faire quelque chose sur le plan politique, dirons-nous, décide de s'enfuir à Rome, là où il a passé son enfance et où il a fait ses classes. Et donc le film démarre 10 ans après et s'ouvre sur une séquence en mer, ce qui déjà, je trouve, est une jolie prouesse. Il y a 2 séquences qui se passent, une en mer et une dans un bras d'eau un peu plus léger, mais je trouve que ça c'est chouette parce que c'est un univers dans lequel on n'avait jamais vu Kaamelott, et ça je trouve c'est une force du film. Le film nous emmène à des endroits qu'on n'a pas vus et nous montre des endroits qu'on connaît différemment. Il nous montre des endroits qu'on ne connaît que de nom en fait. Exactement, on va voir par exemple Kaamelott, la forteresse qu'on n'avait jamais vue, c'est la première fois qu'on va la voir, on y reviendra. Donc cette scène s'ouvre avec un bateau qui va aborder un second bateau, et Guillaume Gallienne, qui est le premier guest, il y en aura beaucoup dans le film, qui cherche un diamant, enfin en tout cas un bijou que semble être caché parmi les passagers de ce bateau, et qui finalement va trouver un premier personnage qui est Vennec. Donc le film va être très fort là-dedans, dans ce truc de faire popper des personnages qu'on connaît. Il y a un vrai travail en ça. Pour moi, ça fait vraiment écho à Star Wars 7, qui avait beaucoup cette gimmick là de faire apparaître des personnages ou des trucs connus au fur et à mesure du film. Oui, je te rejoins totalement, puisque moi pendant tout le film là, en revoyant KV1, je me suis fait la réflexion avec la postlogie Star Wars en fait. C'est assez impressionnant. Je pense pas qu'il y ait de réelle inspiration, enfin en tout cas pas de la postlogie de Star Wars, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais j'ai pensé à la postlogie, à Star Wars 7 et 8 particulièrement. Moi j'ai pensé aussi à ça, et ça fait aussi écho au livre 6 de Kaamelott. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, la série, en dehors du dernier épisode, tout se passe à Rome, donc c'est la jeunesse d'Arthur, et donc on voit au fur et à mesure des épisodes aussi apparaître les personnages qu'on connaît, mais beaucoup plus jeunes, et c'est pareil, il y avait toujours un soin particulier à comment ils arrivent dans le champ. Donc là on voit Vennec, donc Vennec c'est un espèce de bandit avec lequel Arthur et tous les membres de Kaamelott ont commercé pendant les premières saisons, et c'est lui qui l'a aidé à s'exfiltrer de Rome. Et donc Guillaume Gallienne tombe dessus et sait très bien, vu qu'Arthur est recherché par le royaume de l'ogre qui est dirigé par Lancelot, que avoir sous la main Vennec, c'est avoir l'assurance de gagner de l'argent. Je crois qu'il parle je me rappelle plus le nom de la monnaie, mais d'une somme assez importante. Il parle d'une somme parce que Vennec est également recherché, puisqu'on sait que c'est lui qui a exfiltré Arthur à la fin de la saison 6. Donc du coup il se dit, alors j'ai le bijou, je l'ai chopé, j'ai Vennec, j'ai 140, alors effectivement je me souviens pas non plus du nom de la monnaie, j'ai 140 pièces on va dire, et il a l'assurance d'en gagner beaucoup plus, puisque c'est la dernière personne à avoir vu Arthur. Voilà, donc la possibilité, pourquoi pas, de retrouver Arthur. Et donc c'est ce qui va nous amener au deuxième segment. Donc il va aller avec Vennec rencontrer un deuxième guest qui est joué par Clovis Cornillac, et qui est donc un marchand d'esclaves. Et en gros, Vennec a commercé régulièrement avec lui et lui dit voilà, il y a 7-8 ans je t'ai vendu un esclave. Il lui fait une description très approximative. Clovis Cornillac explique ne évidemment pas s'en souvenir. La scène est assez drôle parce que Gallienne est très théâtral comme souvent, c'est vraiment un acteur particulier. Que je trouve plutôt bien dans le rôle, même si moi je suis pas fan de ce type de jeu, mais je trouve que ça fonctionne assez bien dans l'univers. Et finalement, Cornillac, on va comprendre après qu'il a compris qu'il s'agissait d'Arthur, et lui aussi comprend qu'il y a un gain potentiel important. C'est des solidis, la monnaie, ça vient de me revenir. Et Merci. Donc il comprend qu'il va pouvoir récupérer beaucoup de solidis si jamais il récupère Arthur. Donc finalement il s'en va le lendemain matin avec 2 de ses sbires pour aller chercher à 7 jours de marche Arthur là où il l'a vendu il y a quelques années. Et là aussi, donc, il arrive sur une espèce d'embarcation un peu friable pour récupérer Arthur. Et c'est la première fois qu'on va voir Arthur qui est esclave dans ce camp, mais qui va très vite comprendre qu'on vient le chercher et qui va réussir à s'enfuir. Je trouve intéressant cette première partie parce que d'abord, elle nous pose un contexte. Petit à petit, on a un contexte. On comprend qu'il a disparu, qu'il n'est pas mort, qu'il est recherché, évidemment. Et en parallèle de ça, on a la mise en place des personnages qui sont les Saxons,
qui sont joués notamment par Sting. Il faut quand même parler de ça. Un point de casting assez incroyable. Très surprenant. T'en as pensé quoi ? Moi, j'ai trouvé que c'était assez cool et que ça marchait bien. Alors le choix du cast de Sting fonctionne, je te rejoins. Maintenant, moi, c'est à mettre en contradiction avec les costumes, mais pareil, on y reviendra. Ok. Et donc, on comprend que les Saxons bossent pour Lancelot pour essayer de trouver tous les chevaliers, et en particulier Arthur. Et se pose un problème, c'est que en fait, le royaume a plus de fric parce qu'ils ont dépensé tout le fric dans la recherche des chevaliers d'Arthur. Et donc, il y a une négociation, enfin une pseudo-négociation. On dit voilà, moi on veut bien bosser pour vous, mais la comparse de Sting, qui s'appelle Tossa, je crois, dans le film, Je crois, oui. dit ok, mais nous on bosse pas gratuitement, quoi. Et donc il va y avoir une négociation puisque on va voir Sting qui va dire moi je suis prêt à travailler pas contre de l'argent mais contre des terres, et il va vouloir récupérer l'île de Thanet. Et c'est dans cette scène que nous allons voir pour la première fois Lancelot, qui est donc le roi en exercice de plein pouvoir, même s'il n'a pas retiré Excalibur. Et là, on va pouvoir parler de son costume. Il a une armure très très particulière. Il est voilà, un truc qui le rend extrêmement rigide. On voit qu'il peut pas tourner la tête. On voit presque même pas son bas du visage. Il y a que sa tête qui ressort. Enfin, c'est très étrange. C'est vraiment je pense pour annoncer la couleur, quoi. Voilà, le costume est trop grand pour lui. Oui. C'est voilà, mais à part ça, c'est un costume. De toute façon, les choix des costumes dans ce film. Alors, c'est très travaillé, ça on peut pas le nier, mais c'est un choix esthétique très très particulier, quoi. Tu vois, tu me parlais des Saxons. Les costumes des Saxons, des soldats saxons, c'est quoi ? T'es entre les soldats de la garde royale, de la garde royale anglaise actuelle et les Stormtroopers. Enfin, c'est très étrange, quoi. Ouais, il y a vraiment un parti pris. Mais moi, c'est un truc qui a marché sur moi. En particulier le costume de Lancelot. Moi, je trouve qu'il est vraiment réussi. Parce que justement, pour moi, il évoque, au-delà du fait que c'est trop grand pour lui, il évoque sa rigidité absolue. Il évoque à quel point c'est un personnage qui est froid. Et c'est déjà le cas dans la série, Lancelot. Il évoque aussi, c'est ce qu'a expliqué Astier, si vous avez l'occasion de regarder le film avec le commentaire du réal, enfin d'Astier en l'occurrence, c'est vraiment intéressant, et il le dit notamment dans la première scène. En fait, il est donc il y a ses conseillers sont là, donc on retrouve Christian Clavier qui jouait le jurisconsulte qui est encore là, on retrouve le père Blaise, on retrouve le seigneur de Dagonet qui est campé par Antoine de Caunes, et on trouve le roi Lot qui est joué par François Rollin, qui sont donc ses plus proches conseillers, et lui il est caché derrière en second plan, et en fait on dirait quand il se lève une espèce d'araignée qui sort de sa toile, quoi. Il y a un peu ce truc là, et moi je trouve que effectivement c'est très excentrique, tous les costumes sont excentriques, il y a beaucoup de couleurs, c'est très marqué même dans la forme, etc. Mais je trouve que ça fonctionne. Moi c'est vraiment un truc que j'ai aimé, et en ça je trouve qu'il a réussi son pari du passage au cinéma. Moi j'avais vraiment peur de ça, que le film ressemble trop à la série, et je trouve que là-dessus il a fait les choses un peu en grand. Ah bah c'est clair que le film ne ressemble pas du tout à la série en matière d'esthétique, ça on peut pas le nier, hein, c'est clair et net. Maintenant, moi, c'est vrai que les costumes, encore plus, là c'était mon deuxième visionnage, du coup, ça m'a choqué, quoi. Ça m'a sauté aux yeux, ça m'a agressé presque, en fait. Alors, j'exagère un peu, mais c'est parce que je pense aussi notamment aux costumes du peuple Burgon, voilà, qui là, pour le coup, pour moi, ça dénotait complètement avec toute l'esthétique qu'on nous mettait en place depuis le début du film. Mais encore une fois, ça, c'est dans la deuxième partie du film, donc je m'avance un peu. Mais voilà, mais c'est vrai que oui, le costume de Lancelot, moi j'accroche pas du tout. Moi, pour le coup, je comprends ce qui a voulu être fait, je comprends pourquoi il a un costume comme ça, ce que ça nous raconte du personnage, pardon. Mais vraiment, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Je me suis dit, mais ok, je veux bien, Alexandre, t'es pas là où on t'attend, mais là, t'es quand même vachement loin, quoi. Non, mais je comprends, ça a été une critique qui a été assez largement formulée. Pas mal de gens ont trouvé que c'était un peu excessif, voire un peu cheap. Voilà. Moi, je plaide coupable, j'ai accroché à ça, et je trouve que ça construit une identité visuelle au film qui le démarque un peu de la série. Et moi, c'est en tout cas un des trucs que j'attendais sur ce film. Donc du coup, Arthur va finalement quand même être capturé par le personnage qui est campé par Guillaume Gallienne, et donc lui et Vennec vont le ramener au royaume de l'ogre,
avec la perspective de l'amener à Kaamelott. Alors, Vennec est également prisonnier. Hein. Oui, bien sûr, il est prisonnier, mais du coup, c'est lui qui tire l'espèce de carriole, de cage dans laquelle ils sont. Et finalement, ils vont se faire arrêter par un garde-frontière, une espèce de douanier, en fait. PHJ, je crois qu'il l'appelle. Ouais, PHJ, c'est vrai que c'est ça le terme. Et on va avoir une scène assez drôle où, pour se faire arrêter, Alexandre Astier Arthur plutôt et Vennec vont insulter la femme du personnage, la duchesse d'Aquitaine, voilà, qui est la femme du personnage campé par Alain Chabat, qui elle est interprétée par Géraldine Nakache. Et donc ils vont se faire arrêter, sauf que Alain Chabat, lui, ne va pas du tout en faire des prisonniers. Il va racheter Arthur pour 2000 solidi en l'occurrence, et donc en faire un homme libre, il va l'affranchir au regard de la relation qu'ils ont eue, puisque c'est un personnage qui était déjà là dans le livre 5, qui était un personnage très chouette par ailleurs. Ah oui, carrément. Alain Chabat, il est formidable comme toujours. Ouais, voilà, c'est difficile d'en dire du mal. Hein. Et Alain Chabat va avoir un rôle assez important, bien qu'il soit assez peu de temps à l'écran, parce que sa séquence est courte, et ça c'est frustrant. Mais c'est frustrant, et puis c'est surtout pourquoi il n'est plus là après qu'on l'ait vu. C'est incompréhensible en ce qui me concerne. Je suis d'accord. Il n'y a aucune explication. il disparaît très vite. Il disparaît d'un coup. Mais en gros, l'obsession que va avoir notre ami Alain Chabat, c'est de remotiver Arthur pour qu'il rentre dans la résistance. Et au départ, Arthur n'a absolument pas envie de rentrer en résistance. Lui, il veut juste qu'on lui donne des fringues et qu'il se barre, quoi. Et on a une séquence qui est intéressante, c'est qu'Alain Chabat, c'est un personnage qui a beaucoup de bonhomie. Et dans le livre 5, on nous montre que c'est un personnage qui a beaucoup de mal à s'imposer. Il est largement écrasé par sa femme, etc. Et donc là, c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'il vient quand même de libérer Arthur. Et Arthur refuse, lui parle mal, refuse un peu tout. Et il y a un moment où Arthur est dans un bain. Ouais. Et Chabat lui explique, voilà, j'organise, entre guillemets, un goûter, parce que c'est le terme qu'ils emploient, avec des résistants pour que vous les rencontriez et qu'en gros, vous leur redonniez l'espoir. Là aussi, parallèle évident avec la thématique de Star Wars 7. Où Astier lui dit non, mais j'ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Et là, il va rentrer tout habillé dans le bain. Et d'un seul coup changer de ton. Oui, et pour la première fois, ce personnage s'impose en lui disant, écoutez, je viens de payer 2000 solidi, donc la moitié de ma fortune, pour vous libérer, donc quand je vous invite à un goûter, vous avez le plaisir d'y aller, quoi. Et finalement, il va quand même partir, mais Chabat va l'accompagner. Et en fait, il va y avoir cette séquence de trajet qui va être un peu un passage dans lequel il va essayer de le confronter à la réalité du royaume de l'ogre. Il va essayer de le faire passer devant des fermes qui n'existe plus, donc il veut montrer, voilà, et il va distiller des petites phrases. Vous saviez que depuis que Lancelot est au pouvoir, on exécute des enfants. Et là, bon, on sent que ça l'embête un peu, quoi. Et puis, ça l'embête un peu, oui. Il commence à lui dire, vous saviez que, et l'autre il dit, c'est pas mes oignons. Et à un moment, il y a une phrase intéressante, il dit, c'est quand même un peu vos oignons parce que les Saxons, on les paye pour vous trouver vous. Et puis à un moment, il va lui dire, vous savez qu'il y a une rumeur qui dit que Lancelot, il a pas pris le pouvoir, vous lui avez donné. Et donc en fait, il va instiller dans la conversation. Alors, c'est pas hyper subtil, hein, on va pas se mentir, parce que la séquence est assez courte. Mais il y a cette logique de le faire un peu culpabiliser et réaliser l'ampleur de ce qu'est le royaume depuis qu'il est parti. Et le fait que la population crève la dalle, que c'est une forme de tyrannie, que personne n'aime Lancelot et que voilà, il n'a pas du tout la popularité qu'avait le roi Arthur. Oui, c'est un sujet qui reviendra beaucoup pendant le métrage d'ailleurs. Absolument, puisqu'Arthur, lui, dans la série, était très aimé de son peuple. C'est ça. C'était un des points intéressants de la série. Il était à l'écoute en tout cas. Exactement. Et donc cette séquence va nous amener jusqu'à la nuit, donc ils vont dormir en forêt auprès d'un feu. Et là, ça va ouvrir un autre arc dans le film. Et ça, il y a des choses à dire, c'est l'arc des flashbacks. Alors oui, ouais, je les avais oubliés. Les flashbacks, oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand Arthur s'endort, ils viennent juste de parler en fait, il vient de comprendre que Chabat était en train de le mener un peu par le bout du nez, en mode oui, mais je vous mène à l'est pour que vous sortiez du pays. Mais en fait, il lui dit, mais attends, monsieur le duc, là, vous êtes en train de m'emmener à l'est, là. On va dans le royaume de Beaune, je crois que c'est ça. Le royaume de Gaune, exactement. De Gaune, pardon. Et Chabat lui dit, mais non, vous dites n'importe quoi, machin. Et Astier lui dit, bah si, là, c'est l'étoile du Nord qu'on est en train de suivre. Nous, faut qu'on aille de l'autre côté. Il fait, mais c'est vous avez appris à faire ça. Et donc Astier repense à ses classes, justement. Qui là n'étaient pas à Rome, hein, ils étaient dans un pays voisin de l'Italie, dans le flashback, et donc on le voit jeune, en train de faire ses classes, avec des personnages qu'on connaît dans la saison 6, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a Papinius notamment. Voilà, c'est ça. Et alors oui, l'arc des flashbacks, pareil, moi c'est
c'est assez incompréhensible. Je comprends pas. Pourtant, j'ai essayé, hein, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter avec ça ? Parce que ces flashbacks-là, en fait, ça va pas être un seul flashback qui va être marquant. Ça va être la même époque, la même période, mais distillé, pendant tout le film, à divers moments plus ou moins importants. Incompréhensible, en ce qui me concerne. Alors effectivement, donc cette série de flashbacks, tu as raison, il y en a plusieurs qui sont très éparses dans le film. Il y en a jusqu'à quasiment la dernière séquence. Et en fait, ça va nous raconter un pan de la jeunesse d'Arthur. On l'a dit dans la saison 6, on voit sa jeunesse à Rome, mais on voit pas ça. On voit sa vingtaine à Rome. Oui, là, il est plutôt à l'époque de la Légion. Donc, de ce que je me souviens de la saison 6, il dit quand il a fait la Légion, il l'a fait en Afrique. Donc, je pense qu'ils sont en Afrique du Nord dans la première séquence. Et en gros, ce flashback-là va nous raconter non pas sa vie à la Légion, mais le fait qu'il va tomber amoureux d'une jeune femme qui est la fille d'une espèce de monarque dont on ne sait pas trop d'où elle vient. Et c'est ça que le flashback nous raconte. C'est-à-dire, il nous raconte que Alexandre Astier, sa première histoire d'amour, contrairement à ce qu'on a vu dans la saison 6, c'est pas celle avec Akonia, quand il avait la vingtaine, mais quand plutôt il a peut-être 13, 14 ans, 15 ans, au moment du flashback. Et donc on le voit un peu s'entraîner dans la Légion. Et puis après, on voit l'arrivée de ce personnage, donc, qui est une espèce de reine, je sais pas trop ce qu'elle est, elle vient avec sa fille et lui il va tomber amoureux de la fille, il va avoir un coup de foudre pour la fille. Alors, bah écoute, moi j'avais pas compris que c'était sa fille. Hein. Pour moi c'était sa servante ou sa suivante, mais ah ok, alors pour moi c'était, alors je l'ai pas du tout vu. Alors c'est pas très important, je pense. C'est pas dit, donc peut-être que t'as raison. C'est pas dit, mais moi je l'ai pas du tout vu comme ça. Après why not? Mais oui, voilà, c'est ça. Ça va nous raconter ses premiers émois finalement de jeune garçon, de jeune soldat qui rencontre, qui rencontre l'amour en fait, hein, finalement, qui tombe amoureux comme tu l'as dit. Donc voilà. Mais enfin, je comprends avec ce dont on va parler quand on va continuer le déroulé du film. Pourquoi ? Mais pareil, pour moi c'est inséré à la tronçonneuse quoi. Ça, alors j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Là où je te rejoins, c'est que pour moi, ça n'apporte rien sur le personnage. C'est-à-dire que Astier, on connaît un peu sa jeunesse. Enfin, Arthur, on connaît sa jeunesse. C'est difficile de faire la différence entre les deux. On connaît sa jeunesse à travers le livre 6, qui nous raconte un truc, qui nous parle de son premier mariage. Enfin, pour moi, il y a suffisamment d'éléments. Et là, j'avoue que moi aussi, je me dis, je suis pas sûr de comprendre vraiment l'intérêt de ça. Surtout qu'il y en a quand même beaucoup des flashbacks, que ces flashbacks vont amener à un élément déterminant à la fin du film. En tout cas, on comprend que c'est ce qui va lui faire prendre une décision. Mais moi, je suis un peu comme toi. Je n'ai pas bien compris. Je l'ai dit en intro, le film dure 2 heures. C'était une volonté d'Alexandre Astier. Il voulait faire un film de 2 heures pile. Il a des obsessions qu'on ne comprend pas parfois, mais il voulait faire un film de 2 heures pile. Il est obnubilé par le rythme, Alexandre Astier, et par la musique. C'est un musicien au départ. Et il dit toujours qu'un film, c'est d'abord de la musique et donc du rythme. Et moi, je trouve que ça casse le rythme. Surtout que ces scènes-là, elles arrivent de manière parfois incompréhensible. Presque aléatoire, en fait, hein, j'ai envie de dire. Je suis d'accord. C'est très étrange. Quand on connaît justement la maestra avec laquelle il mène, il a mené la série, là, de se dire mais pourquoi il a foutu ça là, quoi. Qu'est-ce que ça Surtout, d'autant plus que le livre 6, comme tu l'as dit, est donc un flashback de sa vingtaine. Ça suffisait quoi pour comprendre les tenants et les aboutissants du personnage. Ça racontait plein de choses sur comment il était, notamment avec Guenièvre. C'était pour moi c'était nickel quoi. Il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Et alors là, ces flashbacks là, alors ils mènent à un moment donné dans le flashback à un certain événement dont on va reparler dans le dernier flashback, et comme tu l'as dit, qui va décider de la fin finalement. Mais à part ça, tout ça pour ça, quoi, presque, pour le flashback. Et pour moi, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure en intro, c'est-à-dire qu'Alexandre Astier, il est passé maître dans l'art de faire ce que les gens n'attendent pas. Et je trouve que là, on est totalement là-dessus. C'est-à-dire que je respecte totalement sa volonté artistique et je la crois sincère. Je pense qu'il a eu envie de raconter ça. On ne l'a pas dit, mais le Arthur jeune est joué par son fils.
c'est un de ses fils. Il a 7 enfants, Alexandre Astier. C'est Neil, je crois, qui joue. En l'occurrence, son rôle à cet âge-là. Ses autres enfants apparaissent. Les 2 filles de Caradoc, ce sont ses filles. Il y a à un moment un jeune enfant dans une scène qui est sur les genoux de Lionel Astier, c'est son fils aussi. Donc voilà, il y a toute la famille dans le film. Il y a ses parents, bien sûr, toujours. Donc il y a tout le monde. Enfin, pas tous, puisqu'il n'y a pas son frère, Simon Astier. On en reparlera. Son personnage est absent du film. Mais voilà, en tout cas, je te rejoins. Et pour moi, ça rejoint ce truc. Et moi, c'est une frustration aussi de me dire, mais là, on nous raconte un truc dont on n'a pas besoin. La saison 6, elle a été entièrement orientée sur les flashbacks. Moi, j'avoue qu'à titre très personnel, la notion de flashback, c'est toujours intéressant parce que ça raconte quelque chose. Mais par exemple, moi, la saison 6 de Kaamelott, je l'ai beaucoup aimée, mais elle m'a frustré parce que moi, j'avais envie de connaître la suite. J'ai toujours un peu ce rapport-là où j'aime bien que les choses avancent. Et là, j'ai l'impression que c'est un moyen de gagner du temps, alors qu'il veut faire un film qui dure que 2 heures. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, la différence, à la différence près que dans la saison 6, ça commence directement en flashback. Tout et à elle fait. s'étale sur je ne sais plus combien d'épisodes, la saison 6. Il y a 8 épisodes de flashback et un 9e. Et un 9e qui est la suite directe du livre 5. Ouais. Et du coup, ça a un sens. Oui, tout à fait. Ça a un sens. Ça amène quelque chose et t'as pas le temps de te dire, en fait, comme chaque épisode est un flashback, je crois que les épisodes sont très longs en plus dans la saison 6, c'est des 52 minutes. Du coup, forcément, t'as pas le temps de te dire, il n'y a pas de rythme, puisque les 7 épisodes de flashback sont consacrés au flashback. Donc t'as pas de coupure, si tu veux, dans la narration. Là, ça coupe. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, c'est très étrange. Ça pose un problème de rythme et c'est clairement pas ce qu'on a envie de voir. Et là, je reviens à ce que je disais. Je sais qu'Alexandre Astier ne se pose jamais la question. Est-ce que je comprends en tant qu'artiste de qu'est-ce que les gens veulent voir ? Je pense qu'on ne crée pas pour ça. Mais malgré tout, ça fait 12 ans qu'on attend. Bon, sa jeunesse, c'est bon, on a compris. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment il va revenir. Et je trouve que finalement, ces temps-là dans le film auraient pu être utilisés à autre chose. Et je vais insérer un autre point qui me paraît peut-être important à souligner. Je trouve que le film, il pâtit aussi dans son enchaînement. Je trouve que parfois, il y a des enchaînements, des embriquements de scènes qui sont très mécaniques et je trouve que ça manque de fluidité. Parfois, j'ai un peu le sentiment que là, il fallait mettre la séquence avec Perceval et Caradoc, donc on va l'insérer là. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de mettre les trucs à la tronçonneuse. Moi, j'aime bien l'expression au chausse-pied. À la truelle, ouais, à la truelle. Il y a des moments où vraiment j'ai l'impression qu'il faut que le truc rentre dans cette case à ce moment-là, quoi. Et sans les flashbacks, je me dis peut-être qu'on aurait pu mettre un peu plus de lion. Évidemment, il n'a pas 6 heures ou 8 heures comme il avait dans une saison. Mais en 2 heures, il aurait pu peut-être se passer de cette partie-là, ou en tout cas la résumer peut-être en un flashback, quoi. Ah mais oui, c'est clair, c'est-à-dire que là, parce que là, au moment dont on parle, c'est le premier flashback, on se dit, ok, d'accord, il nous a montré ça, mais on sent, même sans savoir ce qui va se passer derrière, que le flashback, il manque un truc. Bah oui, parce que dans le premier flashback, flashback, ça s'arrête quand ils prennent le goûter, finalement. Voilà, et quand il la voit, et donc il se moque un peu de lui parce que il a vraiment un coup de foudre. D'ailleurs, un des personnages lui dit t'as pris la foudre. Bon, là aussi la subtilité on repassera, mais voilà. Et puis ça s'arrête là. Donc à la fin de ce flashback, et c'est là aussi où on insiste un peu dessus, mais il se réveille. Chabat est parti. Pourquoi on ne sait pas. On le reverra sait pas plus. où il est. Tu peux pas faire ça. Moi, j'imagine qu'on le reverra dans les suites. Non, mais bien sûr, moi aussi. Mais je veux dire, à un moment donné, tu peux pas. Enfin, tu montres juste une scène ou une petite phrase lancée comme ça, à dire voilà, il est bien rentré ou je sais pas quoi. Non, mais là, c'est à se demander s'il est vraiment parti avec Chabat de la maison du duc, quoi. Mais c'est vrai, il est parti, il est plus là, et donc Astier se retrouve un petit peu tout seul. Il est effectivement en terre de Gaune. Et il va tomber dans la forêt sur une espèce de table ronde de briques et de broc qui va lui permettre de revoir certains chevaliers. Et parmi ces chevaliers, il va notamment retrouver Bort, qui semble être l'instigateur de cette espèce de table ronde improvisée, ce qui est logique puisqu'on est sur son territoire. Donc Bort va évidemment faire un malaise parce que c'est Bort. On va retrouver Gauvin et puis d'autres chevaliers, pseudo-chevaliers, en tout cas des résistants,
qui sont autour de cette table ronde. Il y a des enfants, il y a des gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, on ne sait pas trop d'où ils sortent. Mais voilà, il explique, Bohort, qu'il a retrouvé voilà, des gens qu'il a essayé d'embriguer dans cette histoire de résistance. Bon, on comprend qu'ils ont une résistance très passive. En gros, ils se réunissent dans la forêt autour d'une table, c'est à peu près ça. Et dans un premier temps, le personnage d'Arthur va dire foutez-moi la paix, je m'en vais. Et finalement, en revoyant la table ronde, il va faire constater qu'ils ont fait un effort, ils ont rassemblé des matériaux un peu pourris pour faire un truc, et donc il va tous les écouter. Et en fait, à partir de là, on va dire que c'est le moment du film, c'est le pivot où il se réintéresse à ce qui se passe. Et donc il remet un peu un pied dans bon, ok, faut quand même que je m'informe de quel est le bordel, quoi. Et puis là, les Saxons arrivent et ils se font emprisonner. Et donc Arthur est enfin capturé et se retrouve en geôle à Camelot. C'est ça, oui, je rien à rajouter, c'est exactement ce qui se passe. Juste, oui, c'est ça. En fait, il s'intéresse à la table ronde et un peu plus parce que finalement, Bort et le reste de son équipe, finalement, en faisant cette table ronde improvisée, ont peut-être vraiment compris la vision qu'avait Arthur de cette table ronde quand il l'a créée. C'est ça qui lui fait se rappeler, en fait. C'est que la manière dont ils ont fait la table ronde, c'est ce qu'il lui a toujours voulu faire et ce qui a toujours fait défaut finalement dans sa quête, quoi. Oui, absolument. Cette idée un peu universelle de simplicité. Et tous les gens qui s'assoient autour de la table sont des seigneurs d'où qu'ils viennent. Enfin, voilà, c'est ça. Un peu cette dimension-là. C'est cette notion d'égalité. En parallèle, il y a un truc qu'on n'a pas abordé, c'est les personnages de Perceval et Caradoc qui ont été introduits. Alors, là, pour ceux qui connaissaient un peu la genèse des projets, c'est pas une surprise qu'ils soient là où ils sont. Donc la taverne où ils ont l'habitude d'être dans les premières saisons, enfin dans toutes les saisons, elle a été détruite. Donc il en reste des ruines. On revoit une scène avec le patron de la taverne et finalement on comprend que sous la taverne, il y a le clan des semi-croustillants, puisqu'il s'appelle toujours comme ça, et qui vit réfugié sous terre. Alors c'est pas une surprise si tant est qu'on connaisse un peu le truc, parce que notamment à cette fameuse Comic-Con à Paris, il avait expliqué que le clan des semi-croustillants vivait sous terre, faisait la résistance là-dedans. Et donc on va les voir, ces deux personnages, avoir une espèce de troupe de gens qui les suit. Et là, moi j'ai un vrai point sur le film, c'est que je trouve que l'un et l'autre sont antipathique dans le film. Et moi, ça me pose un problème. Ça me rassure qu'on parce pense que la même chose. Le personnage de Caradoc, il a toujours été antipathique. Moi, je trouve que c'est pas un personnage gentil, Caradoc. C'est un personnage qui est assez opportuniste. Et je trouve que la série le montre bien. Quand il peut prendre le pouvoir, il le prend. Il est assez égoïste. Par exemple, lui, il veut aller retirer l'épée du rocher là où Perceval refuse de le faire. Mais là, ce qui me gêne, c'est le personnage de Perceval. Il est très colérique. Dans la première scène où ils engueulent leur troupe. Et il est assez antipathique, quoi. Alors que c'est un personnage qui est dans les premières saisons un enfant. Perceval, c'est un enfant, c'est-à-dire il cherche une figure paternelle et il comprend rien parce qu'il agit et il réagit comme un gosse alors que c'est un chevalier. Et là, je trouve que dans le film, il a une approche très différente et ça m'a perturbé. Est-ce que la réponse, ce serait pas dans ce que tu viens de dire, c'est que dans la série, il a la figure paternelle d'Arthur pour je dirais pas le canaliser, mais pour lui apprendre autant que possible, même s'il comprend rien. Là, finalement, il serait en période de crise d'adolescence, il a aucun repère, il a perdu son repère finalement avec la fuite d'Arthur et la chute de Camelot. Est-ce que ce serait pas pour ça qu'il réagit comme ça ? Je pose la question, c'est pas du tout une justification, puisque moi, vraiment, ça m'a aussi gêné, parce que au-delà d'être un peu le comic relief parmi une galerie de personnages qui sont tous un peu comic relief dans la série, là c'est un personnage qu'on apprécie. Les moments un peu d'accalmie et de complicité qu'il a avec Arthur, je pense notamment à cette scène dans un épisode où il est en train juste de, pas vraiment de pêcher, il a juste un bâton avec une corde et il pense, et il a des réflexions très philosophiques, et Arthur en fait se met à faire pareil. Ce genre de choses, donc il y a quand même une relation père-fils qui est instaurée tout le temps, et là effectivement il est pas du tout attachant, quoi. Moi c'est sa première phrase, il la hurle en hurlant, enfin oui merci, il crie comme un fou en fait. C'est assez étonnant du personnage, quoi. Il est en roue libre, quoi. Je suis totalement d'accord, et là où je trouve que ta théorie est parfaitement réelle, et je pense que c'est la vraie explication, c'est qu'à partir du moment où il retrouve Arthur,
son personnage change, et notamment à la fin. Tout à fait. Moi, je veux. Ouais. Il y a un point qui l'illustre. Donc, rapidement, le clan des semi-croustillants. Donc, ils sont sous terre. Il y a toujours Merlin avec eux. Il y a toujours Kadok qui a toujours des répliques aussi inutiles que drôles. Même s'il cherche pas la poulette dans le film, c'est dommage. Non, là, il a un problème avec la Marocana régulièrement. Mais ça reste, moi, c'est un truc qui me fait marrer. Mais on comprend qu'en fait, il creuse avec l'objectif d'arriver sous Kaamelott. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, et eux-mêmes n'ont pas l'air trop de savoir. Mais ils veulent aller sous Kaamelott, et sauf que ils se refusent à cartographier. Et Merlin est un peu désemparé parce que lui, il comprend bien qu'ils n'y arriveront pas s'ils cartographient pas, quoi. Et donc, il s'engueule une nouvelle fois avec lui, menace de l'exécuter. Enfin, ça prend des proportions assez étonnantes. Finalement, ils sont sortis de leur caverne, si j'ose dire, ou de leur sous-sol, par les filles de Caradoc. Donc c'est des personnages qu'on a déjà vus dans la série. On les voit régulièrement dans la série. Là, elles ont évidemment grandi. Elles sont ados, voire elles ont 18, peut-être une petite vingtaine d'années, dirons-nous. Et donc, elle leur demande de sortir parce que de jeunes aventuriers souhaitent leur prêter allégeance, en gros. Et finalement, on va se rendre compte que parmi ces jeunes aventuriers, il y en a un qui veut se marier avec l'une des filles de Caradoc. Sauf que ces trois cons-là ont parlé sur tout le chemin qu'ils allaient voir les seigneurs Perceval et Caradoc qui sont recherchés. Et donc, soi-disant par provocation. Mais voilà, on comprend que c'est des gens qui sont courageux mais peu téméraires. C'est ça. Et donc, finalement, ils vont tous beau monde se faire arrêter et se retrouver en prison. Et dans la prison, ils vont se retrouver avec Arthur, qui est de nouveau dans sa cage. Il y a un plan qui est magnifique, filmé en contre-plongée sous la cage, avec un jeu de lumière qui est très très réussi au passage. Et là, je voudrais juste citer ça, pour revenir sur Perceval. Il va avoir une réplique, Perceval, qui est très étrange par rapport à tout le personnage. C'est un personnage qui n'a jamais de réplique très sérieuse. Très sérieuse, ouais. Et là, je triche, je la relis parce que je ne l'avais pas retenu par cœur. Il va se retrouver devant lui sans savoir quoi dire, sans savoir quoi faire. Et donc il se rend compte qu'Arthur est vivant et qu'il est avec lui. Et il retourne devant sa troupe qui ne comprend pas pourquoi il a l'air hébété. Et il va dire « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. » Et il dit ça sur un ton vraiment... d'abord c'est très bien joué, mais qui est très sérieux. Et d'un coup, le personnage switch. Et pour moi... il redevient après ça un personnage beaucoup plus sympathique et sensé. Et par exemple, j'ai en tête le moment où ils doivent effondrer la galerie, au moment de la scène finale, où Caradoc est vraiment con parce que lui il veut pas, parce que il a pas compris le plan et qu'il estime que son travail mérite pas d'être détruit. Et là, lui, il a prêté allégeance immédiate à Arthur, et donc là, il redevient comment dirais-je, le bras droit d'Arthur, quoi. Et donc évidemment qu'il faut le faire, et en fait c'est toi qui es con, tu comprends pas, mais on va le faire, c'est quoi. ça. Puis ça change aussi du coup la relation avec Caradoc, qui Exactement. redevient un peu comme celle de la série, parce que il y en avait toujours un qui était plus c'est un peu bizarre de dire ça sur ce duo là, mais il y en a toujours un qui était peut-être un peu plus réfléchi que l'autre. Oui. Et dont l'allégeance c'était la loyauté, en fait, plus qu'une allégeance, hein. C'était vraiment de la loyauté, était visible, et là on avait perdu ça, et ça s'est vu dans cette scène. Donc effectivement, oui, en y repensant, je pense que c'est peut-être pour ça, rapport à ce que je disais tout à l'heure, que Perceval nous paraît si antipathique lors de sa première apparition. Et pour revenir sur la phrase qu'il dit quand il voit Arthur dans la cage, c'est aussi ça qui fait que tout le monde se lève et va voir ce qu'il a vu. Oui, absolument. Dans la cage. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait presque dit que c'était une formule magique pour leur dire il est revenu, quoi. Et ben, moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas parce qu'ils sont spécialistes de créer des codes entre eux, est-ce que c'est pas une phrase code pour dire ça y est, il est là? Mais la manière dont il le dit, il y croyait plus, en fait. C'est lui-même est surpris, on dirait. Exactement. Donc ils vont tous voir, ils constatent qu'Arthur est là, sauf qu'ils sont en prison. Il y a Mévanoui, alors on n'en a pas parlé, mais Mévanoui qui, là pour le coup, son fidèle personnage à elle-même. Voilà, le personnage est très réussi puisqu'elle se range toujours du côté du pouvoir. Donc là, c'est la femme de Lancelot, même si on comprend qu'ils n'ont absolument pas de relation sociale et physique encore moins. Ils se détestent, mais elle est là. Là aussi, moi j'aimerais comprendre pourquoi il l'a choisi, qu'elle soit là. C'est une vraie question que je me pose, parce que je vois pas l'intérêt qu'elle a, elle, je le vois, l'intérêt qu'il a lui, je ne le vois pas. Surtout qu'il a accès à Guenièvre, et qu'en fait il l'a... Enfin, on y reviendra, mais oui, ben voilà, le choix est complètement ça aussi, hallucinant, quoi. Je suis d'accord, un point assez étrange. Donc elle va descendre pour libérer ses filles,
puisque ce sont aussi ses filles, les filles de Caradoc, qui vont refuser, tout simplement, puis elle va snobber Arthur, enfin aller voir son état, dire qu'ils vont le laisser crever là, et qu'en gros, c'en est fini pour lui. Et finalement, il va se passer un petit twist, c'est que va sortir du sol Merlin, qui a creusé une galerie et qui est arrivé dans la prison. Alors c'est un peu facile scénaristiquement, mais du coup, moi c'est un concept que j'aime bien au cinéma. Il y a vraiment une préparation de paiement. On nous dit à un moment au début du film, si on cartographie, on va s'en sortir, et c'est parce qu'il a cartographié qu'ils arrivent à s'en sortir. Donc tout le monde s'enfuit. Y compris Hervé Drinel qui était au fin fond de la piole et qu'on n'avait pas vu, donc qui fait vraiment un caméo de 20 secondes qui sert pas à grand chose. On le revoit juste à la fin quand la fille de Caradoc se marie, mais c'est tout. On peut pas dire qu'il est d'une grande utilité, mais il est là et ça fait toujours plaisir de le voir. Donc ils vont s'enfuir, et pendant leur fuite, il y a un personnage qu'on ne connaît pas qui tente d'assassiner Arthur. C'est ça, apparemment il était également emprisonné au cachot, si je dis pas de bêtises. Et il explique que en fait c'est sa quête de chevalier, donc parce que quiconque convoite la femme du chevalier, le mari doit tuer. Et en fait on comprend qu'il convoite Guenièvre. Et là il y a une lueur dans les yeux du personnage d'Arthur, qui pour la première fois je trouve dans le film a une réaction humaine. J'allais le dire, mais je voulais pas te le prendre. Excuse-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Je trouve que là, il a vraiment un brin d'humanité et d'émotionnel qu'on n'avait pas jusque-là. Ah bah oui, c'est clair, parce que moi, c'est aussi un des défauts du film pour moi, c'est que je trouve que le personnage d'Arthur n'a aucune évolution réelle comparé à ce qui aurait pu être attendu, encore une fois. On en revient toujours au même point. C'est-à-dire que finir la saison 6 sur un côté épique, Arthur reviendra, il va se remettre d'aplomb, etc. Puis là, au final, 10 ans après, en fait, il en a toujours rien à foutre, il est toujours désabusé de tout, alors qu'il n'a plus vraiment de raison de l'être, en tout cas en ce qui me concerne. Je trouve ça incompréhensible. Et là, effectivement, le personnage de Guenièvre, la simple mention suffit à éveiller chez lui quelque chose d'humain, comme tu l'as dit. Et suffit à éveiller une émotion, en fait, tout simplement, parce qu'il avait aucune émotion depuis le début du film, puisqu'il se fout de tout. Et c'est très incompréhensible, encore une fois, parce que le personnage de Guenièvre, il ne l'a pas détesté, il l'a traité quand même comme de la merde pendant longtemps. Donc c'est très surprenant que ce soit la mention de Guenièvre qui le fasse se dire « Tiens, Guenièvre ». Mais je suis d'accord avec toi, même si le personnage de Guenièvre, il a quand même une belle rédemption dans le livre 5, puisque elle fait le trajet avec lui, donc il y a une proximité plus forte. Bien vu. Mais là aussi, je cite ce qu'a souvent dit Astier lui-même. En fait, Guenièvre, elle agace Arthur. C'est pas qu'il l'aime pas, c'est qu'elle l'agace parce qu'elle va pas assez vite pour lui. Et d'ailleurs, c'est imagé littéralement dans le livre 5, puisqu'elle ne marche pas assez vite pour lui. Mais effectivement, là, il est touché par le fait que ce personnage soit vivant. Et surtout qu'elle soit enfermée et qu'il va pouvoir aller la trouver. Et donc à partir de là, le film pour moi là à nouveau fait un changement de ton, c'est-à-dire qu'on passe de Arthur subit à Arthur agit. Donc là, la séquence d'après, ils sont devant les ruines d'un château. Alors là aussi, petit point sur le film, c'est le seul décor que je trouve raté. Je trouve qu'il est pas beau ce château. Je trouve je trouve que ça fait vraiment cheap par rapport au reste. Même si c'est une ruine, franchement. Bah ça fait cheap. Puis en plus, c'est vrai que, là tu vas l'expliquer, donc je vais pas trop m'avancer, mais on est quand même dans une relecture de réponse quand même. Bah totalement. Et je veux dire, tu rajoutes cette relecture de ce conte-là plus ce côté cheap du château. C'est un peu incompréhensible aussi, encore une fois. Ouais, sur le plan visuel, cette espèce de ruine est vraiment pas très jolie, mais bon. Donc ils arrivent là-bas, ils repèrent, ils butent un garde, mais il y en a 2 autres qui partent, donc finalement ils peuvent pas trop, ils ont pas trop le temps. Et le mec qui est censé donc aider Guenièvre est obsédé par l'idée d'aller rejoindre Guenièvre en montant le long d'un lierre. Et non pas en montant par l'escalier. Une entreprise qu'il va évidemment rater, à tel point qu'il va abandonner carrément le projet de sa quête. Finalement il va tomber et le personnage va disparaître. Et dans le même temps, Arthur lui va monter par l'escalier et va aller ouvrir. Donc on a pour la première fois les retrouvailles entre ces 2 personnages. Elle, on la sent chamboulée parce qu'elle était persuadée qu'il était mort, ce qui est logique. Et si je me permets de te couper, parce qu'elle lui dit quand même, j'en étais sûr. Oui, bien sûr. Elle était persuadée qu'il ne reviendrait pas. Oui, exactement. Mais elle avait cet espoir, et d'ailleurs ça sera matérialisé par la fameuse couronne de fleurs. Tout à fait. Mais voilà, donc il y a une première scène un peu
d'émotion parce qu'on sent qu'elle est prise par ça. Lui, très peu, parce que finalement, et là ça correspond plus au personnage qu'il était dans la série, c'est-à-dire qu'il a une distance assez forte avec les sentiments et on sent qu'il y a une forme de confusion. Il est presque gêné d'être là parce que normalement elle attend son sauveur qui devrait devenir son époux, quoi. Et finalement, donc tout ce beau monde s'en va. Puisque la garde va revenir, donc il faut partir, et ils vont se retrouver en Carmélide. Et là, ils vont aller retrouver toute la famille de la reine, puisque c'est la fille de Léodagan et de Dame Célie de Carmélide, qui sont évidemment présents dans le film. Et donc, ça va permettre de faire un parallèle, parce que c'est vrai que je fais un peu des allers-retours, mais quelques temps avant, on nous a présenté le royaume de Carmélide, donc c'est très drôle, parce qu'on est passé... Pareil, c'est la première fois qu'on le voit, le château, qui a plutôt une bonne gueule, et là, on est passé de, quand même, un personnage très violent, à un personnage qui fait du jardinage, quoi. C'est ça. Et ça, c'est très drôle, quoi. Par la force des choses, toujours, puisque c'est lié aux lois de Lancelot de supprimer tous les royaumes alentours, surtout les anciens amis d'Arthur, de toute arme et de tout moyen de se défendre, en fait, et surtout d'attaquer. Exactement. Parce donc que Lancelot est très parano, c'est aussi ça qui caractérise le personnage. Totalement. Ce qui était déjà le cas dans la série, par Tout à fait, oui, bien sûr. Et donc, on a un Léodagan qui cultive des légumes avec... je retrouve pas le nom de l'autre chevalier qui est avec lui, qu'on connaît très bien. Ça va me revenir. Et Dame Célie. Donc, grosso modo, ce beau monde-là ne fait pas grand-chose. La sœur de Léodagan débarque pour leur annoncer, via une divination un peu étrange. Là aussi, cette scène est un peu spéciale, dans un récipient, que Arthur Pendragon va revenir. Et donc, finalement, tout le monde se retrouve, sauf qu'entre-temps, on a deux scènes qui sont intéressantes où les Burgondes, dont tu as parlé tout à l'heure, donc le peuple burgonde, vous connaissez forcément le chef des Burgondes pour ses répliques exceptionnelles, telles que cuillère et salsifis. Non, je le fais pas avec l'accent, ça va être terrible. Mais voilà, donc ce personnage-là, 2 fois, va mener une attaque, d'abord sur Camelot, mais n'arrive absolument pas à coordonner ses troupes, ce qui fait qu'en fait ils viennent avec l'intention d'attaquer, mais ils sont infoutus de faire une attaque. Et puis ça va être la 2e fois en Carmélide, sauf qu'en arrivant en Carmélide, lui, Léodagan, il a l'idée de dire, mais en fait, vous venez avec des armes, moi je vais vous apprendre à vous battre et on va pouvoir remilitariser le truc. Et là aussi, pour moi, c'est cohérent avec cette idée que dans la 2e partie du film, les personnages qui étaient passifs redeviennent acteurs. Et redeviennent actifs et refont quelque chose. Je suis d'accord. Ils arrêtent d'attendre, quoi. Et donc, quand Arthur revient avec Guenièvre, donc il y a une scène où ils font un repas tous ensemble. Donc il y a Perceval, il y a Caradoc, il y a Merlin, il y a les parents de la reine, de Guenièvre, pardon, il y a Guenièvre, Arthur. Et donc voilà, chacun raconte un peu où on en est. Et dans cette scène, on va avoir 2 choses intéressantes. D'abord, on va avoir un dialogue entre Alexandre Astier et... décidément, entre Arthur et Guenièvre. T'arriveras pas, hein. C'est terrible. Et en fait, Guenièvre explique à Arthur qu'elle veut retourner à la tour dont ils viennent de s'évader parce qu'elle a oublié une couronne de fleurs. Oui, c'est ça. Donc, tout à fait. lui est évidemment ulcéré par ce propos, mais décide quand même de l'accompagner parce qu'il considère qu'il ne peut pas la laisser toute seule. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Ça, c'est un vrai mystère. Donc, Alexandre Astier, si un jour vous entendez ça, on veut une réponse. Pourquoi, pendant toute la promo du film, vous nous avez expliqué que c'était un plan séquence de 7 minutes alors qu'il dure 2 minutes 30 ? Ça me rend fou. Il a passé la... Mais je vous invite à regarder toutes les interviews de promo de KV1. Il a dit que la première scène que lui, il a tournée dans le film, c'est celle-là avec elle, qu'ils n'avaient jamais joué ensemble depuis des années. Et il a dit, on a commencé par un plan séquence de 7 minutes, ça dure 2 minutes 30. Voilà. Et ça n'apporte pas grand-chose de le dire, mais je comprends pas cette propension à mentir. Enfin, ça ne sert à rien. Incroyable. Surtout qu'il n'a pas dit une fois, quoi. Il a dit dans toutes les interviews pendant 1 mois. Et il n'y a pas une version Director's Cut où ça dure plus longtemps ? Franchement, le dialogue, tu le vois du début à la fin. Non, oui, non, je suis d'accord. Je vois pas ce... Bon, bref, parenthèse fermée. Et donc, il l'accompagne, il retourne à la tour, et là, on a la séquence de Arthur à la tour, c'est même un des morceaux de la bande originale, où finalement, Guenièvre va aller chercher sa couronne de fleurs, et lui va faire ce que le prétendant de Guenièvre n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire monter par le lierre. Arriver en haut, et ils vont avoir, pour la première fois de l'histoire de Camelot, un moment de tendresse l'un envers l'autre. Un moment intime. Un moment intime, un moment que moi j'ai trouvé très très réussi, notamment grâce à Anne Giroir qui joue à la perfection. Et ils vont donc s'embrasser. C'est la première fois quand même
qu'on les voit s'embrasser depuis que Kaamelott existe. Et moi, je trouve que cette scène, elle est parfaite. Vraiment, je l'aime d'amour, cette scène. Je trouve que la BO et la compo est parfaite. Et je trouve que la manière dont il joue, à la fois elle, parce que on sent que dans son regard, il y a beaucoup de choses. Il y a de la tendresse, il y a de l'émotion, et il y a aussi une forme de... Je l'ai quand même mérité, quoi. Ça fait tellement d'années que j'ai tout supporté, et ça y est, ça arrive. Donc quelque part, elle est contente, mais en même temps, elle a cette espèce de conscience de... c'est normal que ça arrive, quoi. Et j'aime bien qu'elle soit pas submergée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, moi, elle m'a pas... J'ai pas envie de casser tout le côté, parce que la scène est quand même très belle, notamment quand tu la replaces dans l'histoire de Kaamelott, dans son univers. Maintenant, j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi là, à ce moment, c'est Guenièvre qui fait remettre un pied à l'étrier à Arthur. Pourquoi à ce moment, au lieu de la suivre par les escaliers, il lui fait le coup du prince charmant. Pourquoi tu vois. Alors, j'ai du mal à... En fait, je trouve que c'est pas... ça arrive trop brusquement comparé à toujours cette histoire d'attente. C'est-à-dire que... Bon, alors, elle lui pardonne très rapidement, mais ça, c'est normal, ça fait partie du personnage. Elle lui a jamais rien... elle lui en a jamais voulu de rien, sauf pendant le livre 4. Et... Je sais pas, c'est... Je trouve ça... J'ai l'impression que, justement, comme tu dis, voilà, elle l'a mérité, on est d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il lui donne, mais sans y croire lui-même. C'est-à-dire que moi, ça m'a pas du tout fait le même effet que toi. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, il l'a fait en mode, bon, elle l'a mérité, quoi. Tu vois ? Moi, j'ai pas du tout cette lecture, parce que justement, ce que je trouve intéressant de point de vue de son personnage dans cette scène, du côté d'Arthur, c'est d'abord qu'il le fait, mais il le fait pas bien. Enfin, en vrai, il a vraiment du mal à monter. Il arrive, il a mal aux mains, il a des mal aux mains, ouais. Il ressemble à rien. Enfin, je veux dire, il est pas en bon état. Et je trouve que ça rend le truc vraiment sincère, c'est-à-dire que c'est un vrai effort. C'est pas un truc qu'il a fait pour faire plaisir. Ça lui a coûté de le faire. Et moi, c'est ça qui me plaît, pour une fois, il fait un effort pour elle. Et je le prends comme, au contraire, quelque chose de très sincère. Et pour le coup, je vais faire un parallèle avec ce que je disais au début. La raison aussi pour laquelle j'aime cette scène, c'est que moi, mais je pense des milliers de gens, putain, on attendait ça, quoi. Et c'est un des rares moments où le film nous donne un truc qu'on attend depuis longtemps. Et du coup, il y a un moment de satisfaction qui est global, parce qu'au-delà du fait que la scène, moi, je la trouve belle dans la réal, dans la musique, dans le contexte, c'est aussi ça. Putain, moi, ça fait un paquet de temps que j'espérais que ça arrive, quoi. Parce que le personnage de Guenièvre, à titre personnel, c'est mon personnage préféré de la série. Et elle mérite ça, quoi. Et ça me fait tellement plaisir que ça arrive que j'ai aussi cette satisfaction. Non, mais je comprends. Après, oui, effectivement, j'ai pas lu le truc comme ça. Moi, ça m'a apparu un peu forcé, effectivement, mais dans le sens où il avait pas forcément envie de le faire. Non, mais c'est une lecture. Après, j'ai pas la vérité. Mais encore une fois, je pense que tous les ressentis que je vais avoir, qui soient surtout négatifs, c'est pas vraiment négatif, mais qui soient plus mitigés que toi, en tout cas, je pense que c'est parce que le film, pour moi, comme je disais tout à l'heure, fait partie d'un ensemble. Je suis d'accord. Et je pense que j'apprécierais peut-être plus ce genre de moment quand tout sera sorti. Parce que là, pour l'instant, pour moi, ça reste quand même des choses qui sortent un peu de nulle part, notamment par le fait que le personnage, Arthur, moi, il m'a saoulé, moi. Moi, le personnage m'a gavé de A à Z pendant tout le film. Je trouve qu'il y a aucune... C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que depuis 10 ans, il ronge son frein, en fait. Il a aucune évolution. Alors après, je dis pas, encore une fois, je pense réellement qu'il va évoluer, parce qu'à la fin, il évolue, à la fin. Mais c'est que à la fin. C'est-à-dire que pendant 1h50, il reste plat, quoi. Alors effectivement, il y a cette envolée avec Guenièvre, mais qui, moi, du coup, me paraît fausse, parce que pour moi, ça redescend tout de suite derrière. Tu vois ? Non, mais je suis d'accord. Là où je te rejoins, c'est que, et c'est pour ça qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé pendant ces 10 ans. Moi, je trouve que ce qui est contradictoire, c'est que pendant 10 ans, il n'a rien fait. Parce que c'est quand même un personnage actif, et c'est
c'est un personnage humain, il a beaucoup de tendresse pour les personnes avec qui il bosse, même s'ils sont moins bons que lui. Et par exemple Guenièvre. Et c'est vrai que te dire, en fait, pendant 10 ans, visiblement, ça t'a pas préoccupé tant que ça, quoi. Donc je comprends ce que tu veux dire dans le fait où ça sort un peu de nulle part et pourquoi ça arrive maintenant et pas avant. J'ose espérer qu'on aura la réponse un peu dans les suites et dans Kaamelott Résistance, si un jour ça existe. J'ose imaginer que oui, notamment avec la petite post-générique comme dans la série, Yes. qui du coup... parce que faut savoir qu'il avait quand même tenté de se suicider à la fin du livre 5, c'est parce qu'il ne pouvait pas avoir de descendance. Absolument. Et donc est-ce que c'est ça qui l'a fait déprimer, qui lui a fait tout quitter, c'est sa quête de descendance. Et donc là, pourquoi pendant 10 ans il ne fait rien ? Parce qu'en fait il sait que de toute façon ça ne sert à rien. Je veux bien l'entendre, mais du coup c'est contradictoire avec le fait qu'il a l'air de reprendre les armes à la fin de la saison 6. Dans le dernier épisode de la saison 6 qui se passe donc après la saison 5. Donc moi c'est ça que j'ai du mal à comprendre et c'est pour ça vraiment je suis très curieux et j'ai très envie de voir la suite, j'ai très envie de voir où Alexandre Astier va nous emmener. Mais voilà, on va continuer le déroulé, ce qui se passe après cette scène pour pas trop mais je vais essayer d'avancer un peu plus parce que ça fait quand même un moment et il reste pas mal de trucs. Mais donc à la suite de ça, ils reviennent au camp. Enfin non, juste avant de partir pour cette scène-là, il a une discussion avec un personnage où en fait il se rend compte que les Burgondes ça jouait de la musique. C'est ça. Et donc lui il va se servir de la musique pour leur apprendre à se battre. C'est-à-dire qu'il va servir du rythme. Et il avait beaucoup insisté là-dessus, Alexandre Astier, que la musique était un personnage à part entière du film, ce qui est le cas du coup. Ça prend tout son sens. sens. La musique elle est aussi intradiégétique et pas seulement extradiégétique, notamment dans les scènes de combat. Donc finalement ils vont donc orchestrer un plan qui consiste à d'abord aller récupérer Excalibur. Donc ils vont aller récupérer Excalibur. Pour ce faire, ils vont passer par une phase où là pour le coup pour moi c'est le gros point d'interrogation du film parce que cette scène je ne la comprends pas et je trouve qu'elle ne sert à rien. Ils vont arriver donc au rocher. Le rocher, alors d'abord il y a des marchands, donc des gens qui vendent un peu du merch autour du truc. C'est devenu la Tour Eiffel. Voilà, c'est un peu rigolo. Et donc il y a un personnage qui sort de nulle part, qui est le frère de Perceval. Bon, on apprend qu'il a un frère. Tous les personnages apprennent qu'il a un frère par ailleurs. Donc là aussi, on espère qu'il en fera quelque chose. Et qui refuse l'accès au rocher parce que visiblement il est payé par Lancelot et on s'approche pas du rocher. Et Arthur dit à juste titre, mais c'est complètement con parce qu'il y a qu'une personne qui peut retirer, donc laissez les gens essayer. A priori, ça risque rien quoi. Et finalement, pour y accéder, il faut qu'il gagne à une partie d'un jeu qui s'appelle le Robobrawl. Et donc là, on a une scène lunaire où il joue à un jeu incompréhensible, une espèce de on aurait pu sport. croire à une espèce de balle aux prisonniers, voilà. mais bon, Perceval le dit, il n'y a pas besoin de balle. Voilà, il n'y a pas de règles. Alors ça fait écho au fait que les jeux du Pays de Galles, parce que c'est un jeu du Pays de Galles, on les comprend jamais. C'est ça. Et finalement, on a donc cette séquence. Moi, je trouve que ça marche pas, que c'est, on comprend rien. Et du coup, c'est pas hyper intéressant. Et finalement, ça se termine avec Guenièvre qui met un coup de genou dans les parties intimes de un de ses adversaires, et donc elle a gagné. Donc, oh là là, Robobrawl. Voilà, et donc on comprend pas bien pourquoi. Et donc il va récupérer Excalibur. Évidemment, il y arrive, sauf que l'épée arrête de flamboyer une fois qu'il l'a dans les mains. Une fois que c'est passé ça, donc on a expliqué, ils retrouvent toute la compagnie, et donc ils vont orchestrer une attaque de Kaamelott, du château, pour aller l'assiéger en se basant sur les Burgondes et à la fois en se basant sur les tunnels qui ont été creusés par le clan des semi-croustillants qui doivent participer à effondrer le château. Donc il y a une espèce il faut se synchroniser, et je disais tout à l'heure dans cette séquence, Caradoc ne veut pas faire effondrer le truc, finalement il le fait sans faire exprès, et on a donc le château qui se fait bombarder par les Burgondes, et il faut comprendre que à Kaamelott on s'inquiète pas au départ des Burgondes parce qu'a priori chaque fois qu'ils viennent ils n'arrivent pas à attaquer, donc là ils sont surpris et c'est trop tard pour qu'ils réagissent, donc ils se font bombarder et on arrive donc dans la dernière séquence avec Arthur qui rentre dans le château par le passage secret qu'il connaît bien évidemment et qui va se retrouver à affronter Lancelot. Alors il a une petite scène avec ses sbires, donc notamment le père Blaise, et il leur dit à tous de partir et de jamais revenir, parce que si elles reviennent sur le royaume de Log, ils seront pendus. Ce à quoi Lancelot lui répond qu'il ne le croit pas, puisqu'il est contre la peine de mort, c'est une des thématiques de Kaamelott, c'est un roi progressiste. Et donc là, on va avoir le fameux duel final entre les deux, où là, son épée va flamboyer en bleu,
Et là, on va passer dans Star Wars, c'est-à-dire qu'on a vraiment des épées qui font des éclairs, et c'est un sabre laser, quoi. Il y a vraiment. Là, il y a pas besoin d'avoir fait maths sup ou d'avoir travaillé dans une école de cinéma pendant 10 ans pour comprendre la ref. Et ce qui est assez amusant, je trouve, dans la mise en scène et plutôt smart, c'est que Lancelot est habillé en blanc, lui en noir. Et donc du coup en fait il l'endosse et c'est ce que lui dit Lancelot, vous n'êtes pas crédible dans le rôle du vengeur, parce qu'à ce stade-là Arthur il n'est pas censé se défendre, il est censé attaquer, et c'est pas la position dans laquelle il est le plus confortable, et donc ils vont se battre. Moi je trouve que la scène elle fonctionne pas trop mal, c'est pas trop moche visuellement, je trouve que l'effet sur l'épée il est plutôt réussi. Moi ça c'est un truc que j'aime plutôt bien, mais voilà, ça va se finir par un combat qui est quand même assez court, que Arthur va gagner. Et là, on va donc avoir le dernier flashback. La dernière partie du flashback. Effectivement, là, Arthur prend le dessus sur Lancelot et sur le point de le désarme, oui, c'est ça, et sur le point de l'achever finalement. Et là, il repense donc au flashback où, au moment de quitter donc ce qu'on imagine être l'Afrique du Nord à ce moment-là, il va pour récupérer ou revoir une dernière fois, et il quitte ses camarades qui sont sur le point de partir pour aller revoir sa bien-aimée, qui a été battue, battue dans le précédent flashback. Absolument. Et donc là, il y va pour rebondir sur ce que Lancelot lui disait, le rôle de vengeur. C'est pour ça qu'il ne le prend pas à ce moment-là, c'est parce qu'il l'a pris une seule fois dans sa vie, et c'est son premier meurtre, et c'est quand il a tué donc la mère ou la tutrice légale. La tutrice légale, la patronne, je sais pas comment on peut dire. Son premier homicide a été en fait le meurtre d'une femme, et du coup, il a vengé quelqu'un en faisant ça. Et donc là, il ne le refait pas. Alors ça explique pourquoi il est peut-être autant anti-peine de mort et ce genre de choses. Est-ce qu'on avait besoin de ça pour le comprendre ? Est-ce qu'on avait besoin de le comprendre ? Je ne pense pas. C'était assez explicite et c'était très bien fait dans la série originale. Donc pourquoi, là, je ne sais pas. Vraiment, c'est une grosse interrogation, ces flashbacks. Voilà. Et je te rejoins. Toujours là-dessus. On n'avait pas besoin de ça. Voilà. Maintenant, le fait est qu'il rouvre les yeux. Bon, Lancelot, pendant qu'il a les yeux fermés, n'a rien fait. Hein. Mais en tout cas... Pourquoi faire ? Mais voilà. Donc du coup, finalement, Lancelot s'échappe. Et à ce moment-là, Arthur décide de mourir avec Kaamelott, de mourir avec son rêve finalement. Et donc s'allonge sur la table jusqu'à ce qu'il soit secouru par une des filles de Caradoc et son prétendant, qui est donc, je crois, le fils d'Antoine de Caunes, hein, celui qui l'accompagne à ce moment-là. Hein. Oui. C'est pas celle qui doit se marier, c'est l'autre. Hein. Et c'est le personnage qui est, on nous le dit dans le film, qui est le fils du roi Lot. Du roi Lot, pardon, pas d'Antoine de Caunes du coup. Excuse-moi. Et donc qui est le frère de Gauvin. Et ça c'est intéressant. C'est ça. Ça c'est un nouveau personnage aussi qui est introduit. C'est ça. Mais on n'a pas Gauvin. Et Gauvin, si on le voit, il est autour de la table ronde dans le. Ah, alors attends, c'est lequel qu'on voit pas ? C'est Yvain. Pardon, je les confonds à chaque fois. Oui, ils sont souvent ensemble, mais effectivement, Yvain, on le voit pas. Non, mais tu as parfaitement résumé le truc. Il s'enfuit, lui, il décide de mourir. Alors, moi, je trouve que c'est à la fois c'est cool, mais à la fois c'est pas hyper cohérent parce qu'il vient de refaire tout un truc pour mourir. Oui, mais quelque part, il y a un peu cette idée de voilà, ça y est, j'ai fait mon on pourra pas me dire que j'ai c'est ce qu'il dit dans une phrase de la saison 5, je crois. Il dit je veux pas qu'on me dise que j'ai rien foutu. Voilà, et donc là finalement, est-ce que c'était pas ça ? Il a dit c'est bon, j'ai fait. Et comme tu dis, il meurt avec son château. Enfin, Kaamelott, c'est lui qui l'a construit. Et il y a un petit détail dans cette scène, moi, qui m'intrigue vraiment, et je suis convaincu que c'est pas là au hasard. Donc finalement, ils le sortent de là, et lui, il part sans Excalibur. Et c'est la fille de Caradoc qui le prend, mais elle prend Excalibur par la lame, et pas par le manche. Et moi, je me souviens que dans la série, le seul personnage qui, quand il tient Excalibur par le manche et qui flamboie encore plus, c'est Perceval. Ce qui sous-entend que Perceval est un élu plus important au regard des dieux que ne l'est Arthur. Dans la série, c'est sous-entendu. Et là, le fait qu'elle ne la tienne pas, ça laisse peut-être entendre que elle aussi, d'une manière ou d'une autre, elle est liée à ça. Puisqu'il n'y a aucune raison technique qu'elle ne la prenne. Elle peut le faire, enfin, je veux dire. Et donc, je me dis que s'il a choisi ça, il y a peut-être une raison. Là, c'est de l'interprétation pure et dure. Peut-être, ouais, je ne saurais pas te dire.
Donc finalement, ça se termine comme ça. On a une dernière séquence où on voit le mariage d'une des filles de d'une Cara des filles avec en fond les paysans qui sont toujours là, qu'on a vu dans une scène un peu avant. parce qu'il fallait les mettre. Voilà, François Morel notamment qui est de retour et repart, c'est Guetno bien sûr. Et puis ça se termine avec une discussion où on est sur l'île de Thanet où Arthur est avec Perceval. Et là, on retrouve le Perceval qu'on connaît. Là, il est souriant, il est retourné à sa place. Et puis même au niveau du cadrage, on retrouve tout ce qui faisait le sel de leurs apparitions tous les deux côte à côte quand ils sont dans une table. Et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment une scène qui fait écho à la série. Ils sont vraiment autour d'une table en train de boire ils mangent pas mais ils boivent. Et ils parlent avec une personne qui est en bout de table. Exactement. Donc ça fait vraiment écho à toutes les scènes dans la salle à manger qu'on a vu dans la série. C'est ça. Et donc le personnage qui est campé par Sting lui dit que il veut être rattaché au royaume de Camelot à la seule condition d'être un membre permanent de la nouvelle table ronde qui s'annonce et il semblerait que Arthur n'est pas contre cette idée. Et le film se termine là-dessus avec quand même une scène post-crédit extrêmement importante puisque la scène post-crédit nous montre un personnage qui s'appelle Méléagant et qui est l'antagoniste supposé principal de Camelot depuis la saison 5. Et en plus, il nous est montré à travers une illustration d'un dialogue que tient Méléagant dans la saison 5. Alors qu'il me croit mort, je reviens parmi les vivants, je rampe, mangeant la neige. Et c'est vraiment ce qu'il fait, il rampe et il mange la neige. Tu connais vraiment par cœur, c'est terrible. Et donc, et mes ennemis tressaillent car à me voir boire, ils savent que je suis de retour. Et donc c'est vraiment... Je suis impressionné en réalité. C'est l'illustration de cette séquence et le film se termine là-dessus. Et du coup, je vais reprendre un truc que tu as dit et qui est vrai. En fait, Camelot KV1, c'est une gigantesque bande-annonce. Oui, ouais, vraiment, ça préchote tout ce qu'on attend en fait va être dans les prochains. Enfin, j'imagine. Mais tout ce qu'on pouvait attendre va être dans les prochains. C'est vraiment. Et moi, ma crainte, c'est que dans la suite, il continue ce truc de pas vouloir nous donner ce qu'on veut, parce que je pense qu'il y prend un plaisir artistique certain à surprendre. Et ce que je comprends, hein, j'en fais pas un reproche, mais je me dis en sortant de ça, encore une fois, je l'ai revu ce matin, j'étais content. Enfin, j'ai passé un bon moment, mais à la fin, je me suis dit, mais en fait, du coup, il est revenu, mais c'est tout. Enfin, Lancelot, il est toujours là, il est juste caché. Il n'y a plus Camelot. Voilà, ils ont pas la situation, hormis le fait que Lancelot est en exil et que lui il est revenu, elle a pas beaucoup changé. Non, c'est surtout qu'il repart sur une nouvelle table ronde avec une nouvelle quête du Graal de nouveau, donc il reprend un peu ce que les dieux ont prévu pour lui. Puis en plus on n'en a pas parlé parce que ce dernier segment en fait c'est exact. En fait, plus que tout le film, c'est vraiment les dernières minutes qui sont une bande-annonce de ce qui va se passer. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a le mariage avec les paysans, les machins. T'as Lancelot qui est en exil, qui retourne à la tour où était enfermé Guenièvre, parce que ces ruines-là, on l'a pas dit, mais c'était le château du père de Lancelot. Du roi Ban. Et il faut qu'on parle de cette espèce de forme fantomatique. Il a sorti Galactus, le type, quand même. Alors je veux dire, à un moment donné... Non, tu as raison, j'avais oublié. Mais là, on a eu la bande-annonce il y a pas longtemps, il y a quelques jours, des 4 Fantastiques version Marvel Cinematic Universe. Il y aura Galactus dedans, c'est bon, Galactus il est dans Camelot, les gars. Et puis surtout, incroyable. Cet effet spécial est affreux. Mais oui, mais surtout, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi Qu'est-ce que c'est que cette forme ? En fait, c'est donc le roi Ban, c'est le fantôme du roi Ban. Ouais, j'avais compris ça aussi. Il a un home sur la tête, mais on dirait vraiment moi, il m'a fait penser à comment ça s'appelle, aux méchants dans les Power Rangers, quoi. C'est-à-dire vraiment tu sais, il y a l'espèce de Megazord là. Ouais, il a vraiment la tête carrée, c'est affreux et c'est très mal fait. Moi, ça me fait penser à Galactus. Moi, vraiment, tu m'enlèveras pas dans l'idée. J'avais pas pensé, mais t'as raison. Mais pour le coup, ça, c'est s'il y a bien un truc qui a raté dans le film, c'est ça. C'est dommage, c'est que c'est à la fin. Non, mais c'est ça. Puis il y a ça. Après, tu vois que Guenièvre et Arthur sont côte à côte, prêts à affronter ce qui va venir et le futur. Donc ça veut dire que bon, ok, donc ils sont vraiment ensemble. Et à côté de ça, tu as la discussion avec Sting et donc le dernier shot de Méléagant. Écoute, ouais, qu'est-ce qu'on en pense ? C'est-à-dire qu'il y a si peu et en même temps il y a tellement de choses. Moi, il y a trop d'interrogations. Je comprends pas pourquoi il manque certains personnages. On l'a dit, Yvain et Gauvin. Yvain sans Gauvin. Pourquoi ? C'est même pas... C'est l'inverse.
C'est Gauvin sans Yvain. Bon, tu m'as compris. Pourquoi Simon Astier n'est pas là? C'est ça que je veux dire. Merde. Ça n'a pas de sens. Non, ça doit en avoir un quand on aura les suites. C'est un peu ce qu'a dit Alexandre Astier, parce que les questions lui ont été posées. Alors, comme d'habitude, il répond ce qu'il veut et quand il veut. Alors, on va pas faire ici 1 milliard de théories. Il y a quand même un truc, c'est qu'on sait que la relation entre Alexandre Astier et Simon Astier n'est pas toujours très bonne. Ils s'entendent pas particulièrement bien. C'est pas faire du gossip que de raconter ça. C'est un peu de notoriété publique. Mais tu l'as dit, il manque ce personnage-là, mais il en manque d'autres qu'on n'a pas revus et qui auraient pu être intéressants, alors qu'on en voit comme Hervé Drinel. Bon, en vrai, on ne l'aurait pas vu, ça ne nous aurait pas spécialement manqué. Mais je pense que malheureusement, la suite va être dans la même tonalité. Par exemple, récemment, l'acteur qui joue le père Blaise a fait une interview et on lui a dit, au fait, KV2, qu'est-ce que vous en savez? Et il a dit, écoutez, je peux rien vous dire pour la simple et bonne raison que je ne suis pas dans le film. Alors que c'est quand même un personnage qui est présent dans KV1, donc... Après, voilà, il y a sans doute des raisons. On sait en revanche, et ça me permet de citer un autre podcast qui s'appelle le TFTC, que je vous invite à écouter, qui a fait un épisode il n'y a pas longtemps avec Christian Clavier comme invité, qui a dit que ça a été tourné en fin décembre, et il a dit qu'en janvier, il allait tourner dans KV2. Donc lui, son personnage de jurisconsulte va revenir, ce qui du coup est d'autant plus étrange que Père Blaise ne soit pas là. Mais voilà, je te rejoins, c'est un film qui ouvre beaucoup de portes, mais qui répond pas à beaucoup de questions. C'est vraiment le Star Wars 7 de Kaamelott, quoi. C'est-à-dire, parce qu'en plus il y a un parallèle qui est assez drôle à faire. Il y a eu 6 saisons, donc c'est l'équivalent des 6 premiers films de Star Wars, quoi. Et en plus il y a des choses dedans, comme tu dis, qui sont pas forcément cohérentes. Je comprends ta logique sur la scène d'Arthur et Guenièvre à la tour. Je comprends que des gens puissent dire bah non, ça marche pas, enfin c'est un peu con, parce que c'est pas la relation qu'il avait avec elle, il avait pas de sentiments visibles à son égard. Mais après, malgré tout ça, moi je suis obligé de dire que je l'aime, ce film. J'ai une tendresse vraiment pour ce film, en particulier pour la musique, que je trouve très réussie. J'ajouterais juste un truc sur la musique et après je te rends la parole. Je suis désolé, je suis un peu long, mais vas-y, il n'y a pas de problème. La musique, elle a une petite histoire, c'est que il faut savoir que le film, il a eu 3 dates de sortie. Il en a eu une première, il en a eu une deuxième qui a été avancée, et finalement il est ressorti plus tard que prévu à cause du Covid. Donc il est sorti en novembre 2021, si ma mémoire est bonne. Et ce film, la bande originale, elle a été enregistrée à Lyon avec un orchestre symphonique, l'Orchestre Symphonique de Lyon. Elle a été évidemment composée par Alexandre Astier. Il a une petite fierté, c'est qu'il est dans le même label que John Williams, qui est Abrams. Pas Abrams, j'ai perdu le nom. Peu importe, mais vous trouverez. C'est un label de musique classique qui est très connu. Et en fait, la bande originale, elle est sortie à peu près 1 an avant la sortie du film. Parce qu'elle était déjà prête et c'était dans les tuyaux, donc il a décidé de la maintenir. Il a juste changé les titres pour que les gens ne devinent pas ce qui allait se passer. Mais il était très content de faire ça, et donc moi c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée avant que le film sorte. Et je trouve que la musique, elle est à la fois géniale et à la fois horrible. Je suis vraiment, vraiment très énervé du fait que... Enfin, énervé. On a des moments où on reprend des bouts du thème de KV5, enfin le livre 5, et on a les premières notes, et moi il y a un plaisir, quoi, et ça s'arrête. Et c'est que ça. Et pour moi c'est tellement Alexandre Astier que à la fois c'est pour ça que j'adore ce type et que je le déteste, parce que vraiment ça m'a frustré, surtout qu'il n'a jamais sorti la bande originale de la série, alors que y aurait de quoi faire, quoi. Oui, je te rejoins. Alors moi, tu vois, pour le coup, c'est vrai que dans mes points positifs et négatifs, j'ai mis la musique dans les deux. C'est-à-dire que la musique, je la trouve très bien, mais moi, je trouve qu'elle est trop ressemblante à du John Williams, justement, et notamment le travail qu'il a pu faire sur Star Wars. Parce que bon, voilà, on a fait quelques parallèles avec la post-logie, mais il y a quand même eu tout le temps une inspiration très forte de Star Wars pour Kaamelott. Bon, après, Kaamelott abordant la légende arthurienne étant sortie avant Star Wars... Est-ce que c'est Star Wars qui s'inspire de la légende arthurienne? C'est la boucle est bouclée, c'est le serpent qui se mord la queue, on ne sait pas trop. Mais voilà, mais le fait est que là, pour KV1, en tout cas, je trouve que la musique est trop similaire à du John Williams, à ce qu'il a pu faire dans Star Wars. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc bon, ça faisait partie vraiment des choses que... Et c'est pas que dans la musique, hein, même en termes d'ambiance, en termes de... le duel à la fin, c'est vraiment... J'ai en tête le plan avec Clovis Cornillac où ils sont dans le désert, qui est, c'est un plan Star Wars. C'est hallucinant. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression de voir du Star Wars à certains moments. Ouais, quoi. C'est assez fou. Ce qui est
C'est pas dommageable, attention, hein. Je dis juste que c'est peut-être un peu trop présent par rapport à ce à quoi on était habitué. Et après, ça fait peut-être partie du fait de passer au cinéma, de passer à un long métrage. Moi, je trouve que le passage est plus difficile que ce que tu disais, toi. Je trouve que j'ai trouvé aussi qu'il y avait un mauvais équilibre. Il y avait un petit déséquilibre entre le sérieux et la comédie. Ça, je suis d'accord. Ce qui n'était pas le cas dans les... Alors, encore une fois, hein, format télé, même de 52 minutes, format cinéma, film de 2 heures, c'est pas du tout pareil. Mais c'était pas le cas dans les livres 5 et 6, notamment le livre 6, qui est beaucoup plus léger, de par les thèmes qu'il aborde, mais aussi par les nouveaux personnages qui sont tous aussi marrants les uns que les autres, le casting, etc. Mais il y avait un très bon équilibre en termes entre le sérieux que veut donner Astier. On ne peut pas le nier, il ne peut pas le nier lui-même. Le sérieux qu'il veut donner et la dimension qu'il veut donner à son univers. Et le côté comédie, on n'oublie pas qu'on vient d'un format très court, un format à la caméra café un peu, hein, au début, presque un format à sketch en fait. Totalement, oui. La première saison, c'est ça. Hein. Donc voilà. Mais là, je trouve que c'est très déséquilibré. Mais je suis d'accord, et pour moi, ça rejoint un truc par rapport aussi à ce que on disait, ce que tu disais tout à l'heure. J'y ai pas pensé, mais là, ça m'y fait penser. Le fait que le film fasse des trucs qui nous paraissent pas nécessaires. Je pense aussi qu'il a intégré comme contrainte, et ça se comprend au regard de l'enjeu, que le film soit regardable par des gens qui n'avaient pas vu la série. Et il en a fait, il a beaucoup dit, vous pouvez commencer par ça. Et ce qui explique par exemple pourquoi nous, les flashbacks, on trouve qu'ils servent à rien, mais c'est vrai qu'ils disent quelque chose à des gens qui connaissent pas. Comme le film a quand même un énorme casting, on a parlé de Clavier par exemple, on sait que Clavier, c'est un acteur qui fait venir un certain public en salle. Et je pense que le public de Clavier connaît pas forcément Kaamelott. Même s'il a fait une apparition peut-être dans effectivement. La série. Ouais, non, mais t'as sans doute raison, c'est pas con, j'avais pas pensé à ça. Donc voilà, de toute façon, il y a une vraie volonté de déjouer les attentes, hein, on l'a dit. De ne pas aller là où on l'attend. Maintenant, voilà, moi je trouve que ce qui est dommage, c'est vraiment le côté épique qui tombe à plat. Tu vois, moi pour le coup, ça m'a fait penser à Star Wars 8, le personnage d'Arthur. C'est-à-dire que tu vois, Star Wars 7 se termine avec le retour entre guillemets de Luke Skywalker, de Mark Hamill, et on lui donne son sabre. Et la première scène du 8, c'est hop, le sabre, on le balance par derrière. Et ben moi, j'ai vraiment pensé à ça sur le personnage d'Arthur tout le film. Et tu vois, c'est marrant parce que pendant tout l'épisode, t'as fait plusieurs fois l'erreur de dire Astier au lieu d'Arthur. Et effectivement, je trouve que c'est très visible dans le film, KV1, beaucoup plus que dans la série. Mais là, Astier, je trouve, la limite, la nuance entre Astier et son personnage, elle est extrêmement floue, j'ai trouvé. Oui, en tout cas, l'image qu'on a d'Astier, hein, je le connais pas personnellement, voilà, je me permettrai pas, mais je trouve que l'image qu'on a de lui en interview, ce côté hautain, ce côté blasé presque un peu de certaines choses, même s'il reste passionnant à écouter, hein, cet homme-là, je trouve que là, c'est... Enfin, je veux dire, j'avais vraiment l'impression de voir du Alexandre Astier, quoi, de plus voir Arthur à certains moments. Je suis d'accord avec toi, et c'est très vrai ce que tu dis, et quelque part, j'aime bien ton analogie avec Star Wars 8 parce qu'effectivement, on sent qu'il n'a pas envie d'être là, le personnage d'Arthur. Et on vient le chercher alors qu'il n'a jamais essayé de revenir lui-même. Donc il subit un peu les événements, voire il les ralentit pendant une partie du film. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire avec la production du film. Il a eu tellement de mal à faire ce film. Alors, on l'a dit, il y a eu des problèmes de droit, il y a eu, je me souviens qu'à une époque, il y avait une question, le public avait dit, mais faites un crowdfunding, on va vous le financer en 2 jours. Et il avait dit, non, moi je veux pas faire ça, je veux garder ma liberté artistique et jamais je demanderai de l'argent à des gens pour faire un film autre que des professionnels. Mais quelque part, en voyant ça, et j'avais pas pensé à ça, mais ton analogie, elle est vraiment intéressante. Je l'ai dit déjà pour un film qu'on a traité dans un des épisodes précédents, mais en fait je me demande dans quelle mesure il a fait ce film par envie ou par nécessité. C'est-à-dire que moi je le redis, je l'ai dit au début, moi j'ai vraiment pensé longtemps que ce film sortirait pas. Parce que je crois, c'est ma conviction, il l'a jamais dit, c'est encore une fois ma conviction, je pense qu'il a eu un moment, il a plus envie de le faire. Je pense que ça l'a un peu gavé. Parce que mine de rien, il est enfermé là-dedans. Il a beau faire d'autres choses, il a fait des Astérix qui sont géniaux, il a fait des trucs, il a fait des spectacles, on en a parlé. Mais pour le commun des mortels, Alexandre Astier, tout le monde lui parle de Kaamelott. Il peut pas faire une interview sans qu'on lui parle de ça. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai un peu l'impression qu'il n'avait pas envie. Et quelque part, le film raconte un peu ça.
c'est un personnage qui a pas envie. Tu l'as dit, la frontière avec Castille, elle est très friable entre son personnage et lui. Très, très Il a fine. pas envie. Finalement, il y va. Quelque part, Alain Chabat, c'est nous. On le pousse. Ouais, mais regarde. Et finalement, il y va. Et à la fin, on nous dit, ok, c'est bon, j'accepte et je vais le faire. Et c'est pour ça que le fait qu'il fasse 2 films pour la partie 2, finalement, les 3 films Kaamelott, ça va être ceux-là. Moi, je le lis comme ça. J'exagère un peu, mais Oui, bien il y a sûr. un peu ce truc de. Et ça revient à ce qu'on disait, c'est une bande-annonce géante, quoi. Ouais, non, mais je pense que là, on commence à avoir fait le tour, hein, effectivement. C'est ça. Maintenant, écoute. Voyez-le, franchement. Oui, voyez-le, mais voyez la série avant. Moi, pour le coup, je trouve que c'est quand même plus important de voir la série avant pour plus apprécier justement les choses positives du film, parce que il y en a quand même beaucoup, notamment pour apprécier le retour des personnages. Même si là, si vous regardez tout d'un coup, vous n'aurez pas ce côté attente justement, Bien sûr. qui nous a fait qui nous a fait un peu défaut finalement. Mais voilà, ça reste un très bon film. Même si, voilà, moi, c'est vraiment le côté frustration et le côté lié au côté déceptif du film, en fait. Parce que quand il y a des attentes, Guillaume l'a très bien dit, il y a forcément des déceptions. En tout cas, la plupart du temps. Donc là, hélas, KV1 ne déroge pas à la règle, surtout avec un maître, avec un showrunner, hein, on peut vraiment le dire, avec un showrunner qui n'en fait qu'à sa tête. Et à la fois, c'est chiant, et à la fois, c'est génial, parce que ce mec-là, il va mener son truc de A à Z, envers et contre tout, et ce sera sa vision à lui, ce sera son envie, ce sera son histoire, ce sera ce que lui a envie de nous raconter. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et il est jusqu'au boutiste, et c'est peut-être à la fois son plus grand défaut et sa plus grosse qualité, je pense. Je suis parfaitement d'accord. Et puis voilà, il s'est laissé. Il y aura eu 4 ans entre le premier et le deuxième, si la date est pas repoussée, mais il n'y a pas de raison. Je crois que le tournage termine cette semaine, me semble-t-il. Donc voilà, on verra ce qui s'est passé en 4 ans, comment il a mûri le truc. Déjà, il fait 2 films au lieu d'1 pour la partie 2, donc on verra bien. Il tourne les... Enfin, du coup, ça A va être priori, 2 films, mais il a tout tourné à la suite. Hein. Ouais, a priori, les 2 films ont été tournés en même temps. Et il y aura donc un 4e alors. Et il y aura qui sera un donc la 3e conclusion. volet. Un 3e En fait, volet, mais en un seul KV2 film. sera KV2 partie 1, KV2 partie 2 et KV3. Eh ben écoute, vivement. Donc on aura plein d'épisodes à faire. On va s'arrêter là parce que finalement c'est l'épisode le plus long. Qui l'eût cru? Voilà. Moi, je le savais, c'était sûr et certain. Bon, j'ai beaucoup parlé, j'admets. C'est vraiment un film dont j'avais vraiment envie de parler, donc je suis vraiment content de l'avoir fait. Plus qu'un film, c'est une saga, c'est un univers que tu adores depuis Exactement. très très longtemps. Hein, On en parlera peut-être un jour de la série, pas tout de suite, mais peut-être qu'un jour on fera quelque chose autour de ça. On va se quitter là-dessus. Alors, on va peut-être pas vous donner d'indices pour le prochain film. Non, on va pas vous donner d'indices parce dit que la vérité. La vérité, c'est que on avait des idées. Mais on n'est pas sûr. Mais on n'est pas sûr. Voilà, au final, on a fait un vieux suspense pour juste. Bon, en fait, on sait pas trop. Mais voilà, on a des idées. Il faut juste qu'on se décide. Donc là, pour une fois, vous n'aurez pas d'indice. Voilà. Si ce n'est qu'on parlera d'un film. Voilà, exactement. Mais en vrai, on s'est aussi un peu donné cette règle de. D'abord, on essaye de trouver des films qu'on a envie de faire, mais on s'impose pas non plus des films si on a le sentiment en les voyant qu'on n'a pas grand-chose à dire. On essaye aussi de faire attention à ça. Et les films dont on a parlé jusque-là tous les deux, pour la suite, on n'est pas certain d'avoir 1 milliard de trucs à dire dessus. Donc, c'est ça. Hein. Et voilà. puis pour être tout à fait honnête, il y a des épisodes qu'on a déjà fait où effectivement on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'enregistrement qu'on n'avait peut-être pas tant de choses à dire que ça. Et voilà, c'est un podcast en construction finalement. Oui, voilà, mais c'est ça qui est bien. Encore une fois, on veut garder ce côté chill, ce côté oui, en construction, comme tu l'as dit. Donc, et puis, si vous avez envie de nous proposer des films, oui, voilà, vous avez le droit. Faut pas hésiter. Faites des commentaires, tout ça, c'est super. Faut pas hésiter. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes. Vraiment, je suis un peu chiant, je le dis à chaque fois, mais c'est cool. Ça nous fait plaisir d'abord, et puis ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité. Donc n'hésitez pas à écouter, à partager, à vous abonner. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine Salut prochaine. Bastien, salut à tous. Salut Guillaume, salut tout le monde.